Salut à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de QLS, le meilleur podcast Euroleague, épisode numéro 88 comme... Nicolas Batum, Bien joué, facile. meilleur joueur à y reporter le 88. Clyde Drexler, il avait quoi? Pas avec 88. Ok mec. T'es en forme? Ouais, je suis en forme. Je suis avec mon gars Brad. Ouais, je suis en forme. Tu veux parler de ton week-end? Très bon week-end, franchement. Voilà, petit train tranquille. Et après, là, je fais un petit peu de shopping aujourd'hui. Donc, petit week-end tranquille. Très bien. Et niveau basket? Week-end tranquille. Mais ça, faut mettre ça de côté. Et toi? T'attendais que ça. Votre gars, je le connais tellement, il attendait que ça. Ah putain. Merci de m'avoir dit et toi. Je voulais pas. Je t'ai forcé, je l'ai menacé. Disons que voilà, j'ai arrêté les Alors, un conseil pour tous les jeunes basketteurs, jeunes et moins jeunes. Croyez en vous, croyez en vos rêves, les gars. Believe. Arrêtez, Béliev. Arrêtez de vouloir changer votre tir tous les 2 ans, de niquer votre saison, etc. De ouf. Voilà. Disons que là, j'ai joué au basket sans vraiment trop réfléchir, en tirant comme j'ai l'habitude de tirer. Bizarrement, je fais 5 sur 10 à 3 points. Bizarrement, je mets 23 points, on gagne de 20. Bizarrement, je fais 30 déval, mon meilleur match de la saison, même on peut dire de mes 2 dernières saisons. Tout ça parce que j'ai arrêté de me prendre la tête. Donc, si jamais il y a un coach qui vous dit vous pouvez pas shooter à 3 points, vous shootez. Non, je rigole. Mais Bizarre le conseil quand même. Doucement. ça dépend. Si vous êtes capable, vous shootez. Mais mon coach, il m'a jamais dit shoot pas à 3 points en plus. Donc, Voilà. Voilà. Bref, c'est bien passé, on a gagné. Mais c'est depuis que t'as arrêté de faire les passes derrière la tête. Non, c'est depuis que j'ai arrêté de faire des passes tout court. Du coup, j'espère que t'as bien entendu. C'est pas faire. Non, c'est pas vrai parce que je fais que toujours des passes. C'est juste que bah je peux jouer au basket quoi. Genre je sais quand est-ce que je peux tirer, quand est-ce que je peux pas tirer. Alors que quand j'ai un geste qui change toutes les 2 semaines, forcément j'ai pas de repère. Bref, voilà, c'était juste pour dire donc 23 points, 5 passes, 5 interceptions, 3 rebonds, 30 déval. Les gens s'en battent les couilles. Hein. Voilà. T'as donné ton éval comme si ça nous intéressait que t'aies terminé au Final Four. On s'en branle, vas-y, passe à autre chose. Non, mais il est fou, votre gars. Non, mais faut le dire. Il a fait un bon match, très bien, mais il a donné ses stats. Ouais, vraiment comme si, genre là, il y avait un Final Four à jouer dans une semaine. Mon gars, on sait pas. Ah non, Frérot. on nous dit qu'on est éliminé de la Coupe de France, Chef. donc il n'y a pas de Final Bon, Four. vas-y, commence à nous parler de vrai basket là. Très bien. Aujourd'hui au sommaire, les news. Les clubs français. Le débat, quel est le joueur le plus sous-coté cette fois-ci? Vous avez bien aimé le débat sur le joueur surcoté. On a tous admis que le joueur le plus surcoté était Brad. Mais cette semaine, débat sur le joueur le plus sous-coté. Est-ce que ce sera Brad de nouveau? Je ne pense pas, vu le salaire qu'il prend à Bondy. Et on finira par la question de la semaine. Question posée par Yassar, qui nous a dit commencez à répondre à mes questions avant que. Hein elle m'a pas dit ça, mais voilà. Et la question c'est. Enfin, je la reformulerai bien tout à l'heure, mais en gros, quel joueur ressemble à notre jeu et à quel coach on pourrait s'identifier Ok, par rapport à nos principes. ok. On est bon? On est pas mal, on est pas mal. Très bien. Eh ben, on commence tout de suite sur les news. Et c'était une semaine assez chargée en actualité, que ça soit au niveau terrain ou aussi hors terrain. On va commencer par le hors terrain avec la grève de Squeak. Donc c'était assez marrant parce que enfin assez marrant non parce qu'au début on a juste découvert qu'il n'y avait pas de match. Ensuite en allant voir dans mes spams j'ai vu que j'avais un mail qui me disait la rédac est en grève. Après ça se voit, la direction ils ont dit comment ça? Ils ont renvoyé un mail en disant pas du tout, on n'est pas en grève, nanana, etc. Bref, investissez dans un VPN, c'est tout ce que je peux vous conseiller pour la saison prochaine. Bah, apparemment, Voilà. surtout que les gars, ça fait 2 mois ils sont pas payés quoi. Donc, En fait, je rentre pas trop dans le truc parce qu'on va parler de Monaco et on va parler de la situation de Monaco parce qu'on sait que Squeak et Monaco c'est un peu le même fond. Donc après on va parler de la situation de Monaco. on peut. Donc ça c'est pour le hors basket. Au niveau basket, il y a eu le retour de Joël Bolomboy Ouais. que moi j'attendais personnellement. Bon retour. Hein. Bon Bonjour. retour. Je pense que Bonjour de basket. si vous avez regardé un peu mes stories, vous avez vu son premier panier sur un alley-oop passe aveugle de poster sur Philippe Petrousev, qui d'ailleurs s'est blessé, je crois, Oui. Philippe Petrousev, puisqu'il a pas joué du reste du match. Très bon match, moi j'ai kiffé entre l'Étoile Rouge et Dubaï. Alors Brad, comme c'est un peu un pisse froid, il était pas content, mais il y avait un beau duel. Zoudouk, Kabengele, Bolomboy, Cody Miller-McIntyre qui Il fait a un fait un premier premier carton carton de exceptionnel. fou, Jared Butler qui allume. Voilà, c'était... Jordan Noira qui était aussi présent Ouais, dans Jordan la séquence, Noira. mais
la réalité, c'est que le match est bien, mais tu m'as dit, je te conseille de regarder. J'ai regardé, j'étais pas non plus sur le match de l'année. Ouais, franchement, si le final était à la hauteur des 3 premiers cartons, c'était le match de l'année. Oui, bah ça n'était pas le cas. Voilà. Oui, mais Toi, voilà. t'aimes bien commencer fort, et après, tout de suite, ça plonge. Ah mon gars, c'est l'histoire de ma vie. Ah bah voilà, moi c'est l'inverse. Et non, j'ai mis 18 points en deuxième mi-temps hier. Je rappelle que j'ai fait 30 Je ne parlais pas de ça. donc voilà, l'étoile rouge, candidat sérieux maintenant, je pense, au Final Four avec une équipe au complet. Mais très bon retour, juste pour donner les stats du coup de Joel Bolomboy sur son retour. Il fait 18 minutes, 4 points à 2 sur 3 à 2 points, 0 sur 1 à 3 points, 7 rebonds quand même, une passe, 3 pertes de balles, 8 dévals. Donc voilà, il revient doucement, sachant que t'as quand même Isundu qui continue encore à faire un boulot monstrueux avec 18 points et 8 rebonds, avec des pourcentages assez bons quoi, en 17 minutes, 25 dévals, plus 19 de plus-minus. Non, bonjour. Hein. Pas mal ce mec. Non, pas mal. Ils ont Isundu, ils ont Blanboy qui revient, Ils ont Moté Younas. Bon. Ogélier si t'as envie de jouer small ball. La raquette, ça devient un peu relou. La raquette, c'est pas dégueu. En Serbie. Voilà. Ensuite, sur le reste de l'actualité, on a le Fener qui a gagné le derby d'Istanbul. On va pas s'étaler sur ce match. Oui. Ils ont battu les fesses. Les fesses, c'est nul à chier. Pablo Lasso. Prochaine semaine, on se le fait. C'est bon. Comme ça, c'est dit. On a eu la grosse surprise de la semaine. L'Hapoel Tel Aviv qui perd face au Bayern Munich. Alors, ni toi ni moi n'avons regardé ce match. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le résultat, j'étais un peu choqué. Surtout que l'Hapoel, qui est une des meilleures attaques d'Euroleague, finit seulement à 64 points. C'est vraiment... le Bayern fait un gros coup sur ce match-là. On a bien fait de pas regarder. J'ai rien à dire, j'ai pas envie d'en parler. On a bien fait de pas regarder. Par contre, on peut parler de Corey Joseph. Ah oui, à l'Olympiakos. Oui. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Corey Joseph? L'Olympiakos qui bat du coup le Barça. Le Barça, mais du coup, Corey Joseph qui est enregistré dans l'équipe pour jouer les matchs en Euroleague, Oui. mais du coup aussi pour le championnat grec. Ce qui sort un joueur. Et ça sort un joueur, notamment Frank Ntilikina apparemment. Ah ok, d'accord. Et donc Pour l'Euroleague, tu veux dire? En fait, ma question c'est est-ce que ça le sort pour Euroleague ou pour le championnat? Donc ça, il faudrait que j'aille vérifier pour pas dire de bêtises. Mais parce qu'on a eu une question qui demande quelle destination vous voyez pour Frank Ntilikina. Ah ben, Donc je pense que c'est ça. Ah Dites-nous en commentaire. je vais aller vérifier pendant que tu regardes tout à l'heure, mais j'ai vu passer l'info et j'ai pas le temps de la creuser aujourd'hui, mais je crois que ça le sort, soit c'est le championnat, soit c'est pour l'Euroleague, mais il y a un des deux où il pourra plus être qualifié. Ok. Je pense que de toute façon, vu que Corey Joseph il a joué en Euroleague, je veux dire que Ntilikina puisse pas jouer le championnat, je pense qu'il s'en bat un peu la race quoi. Ouais. Donc je pense que c'est plutôt pour l'Euroleague. Je vais aller vérifier ça. À vérifier. En tout cas, ce match entre l'Olympiakos et le Barça était un très beau match, avec un gros run du Barça, début 4ème pour repasser devant. Mais l'Olympiakos a bien fini, avec notamment Evan Fournier qui était en galère sur le match, mais a fait les grosses actions sur la fin de match, que ce soit du rebond offensif, que ce soit de la défense, aller récupérer des ballons et tout. Un gros match encore de Sacha Vezenkov qui met 20 points, 27 dévals, 20 points, 11 rebonds. Oui, mais là, cette fois-ci, on les a vus. Tu vois, c'est un match où vraiment je l'ai vu passer. Tyler Dorsey aussi, même s'il se trouve un petit peu à 3 points, il fait 3-10, mais qui met 17 points. Tyreek Jones qui commence à prendre ses marques aussi côté Olympiakos, avec 16 points, 8 rebonds, 29 dévals. Non, mais Relou la raquette de la raquette de l'Olympiakos relou aussi. Voilà, Hein. une belle raquette aussi. Lui, Et tu côté dois Barça, faire il y a eu le retour, du coup de Will Clyburn, qui même s'il a commencé doucement, il s'est réveillé justement dans le run du Barça. En 17 minutes, il met 14 points, 15 dévals. Le Barça m'a l'air d'être au complet. Oui, puisque Vesely est revenu, Schengelia est revenu, et ils sont quasiment au complet. Il y a la Provitola aussi qui est là, mais qui a du mal à retrouver son niveau. Moins 5 dévals. Donc voilà, c'était un très beau match. Milan a battu le Partizan, on va pas parler de ce match-là, mais par contre, on peut dire que Milan a viré Lorenzo Brown de son effectif. Donc Ça fait de la peine. merci Ergin Ataman pour la gestion de carrière. J'espère que tu vas pas faire la même chose avec TJ Shorts. Ça fait vraiment de la peine. Parce qu'on va reparler de TJ Shorts plus tard dans l'émission. Après, Lorenzo Brown ne faisait pas non plus une saison exceptionnelle. Oui, mais ça sachant que tu as Nicolo Magnon qui pourrait enfin avoir du temps de jeu, parce Non. que c'est Queen Ellis qui Non. prend toutes les minutes. Il et en aura Leandro pas, il en aura pas. Bolmaro. Il est En puni. tout cas, là, elle était pas sur la feuille. Je sais pas s'il était blessé Il est ou quoi. puni. Kaunas qui perd du coup face à Vitoria. Donc c'est jamais facile d'aller gagner à Vitoria. En plus, Kaunas était bien placé avec Sylvain Francisco qui met des gros tirs dans la fin de match pour donner 5 points d'avance. Mais Baskonia a très très bien fini le match et donc a pris cette victoire.
Valence Maccabi, tu veux en parler? Moi j'ai pas vu le match, Valence Ball Maccabi. J'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Valence Ok. a été meilleur tout simplement. Je reviens sur ma news par rapport à Franklin Nkina. Il a bien été mis de côté pour la Ligue nationale, pour le championnat grec. D'accord, donc l'Euroleague c'est bon. L'Euroleague, c'est bon parce que l'équipe a atteint sa limite autorisée de joueurs étrangers et Corey Joseph a pris sa place. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Voilà. On a fait le tour des news. Yes. On va passer tout de suite sur les clubs français. Let's go. C'est parti pour les clubs français. Et cette semaine, les clubs français nous ont encore gratifié d'une belle semaine. Non, on a connu pire, on a connu le 0-6 de la double journée. De ouf. Mais il y a un club qui va très mal, et c'est pas celui qui est censé aller le plus mal, c'est l'AS Monaco, qui enchaîne une 3e défaite consécutive à domicile face à la Virtus Bologne, qui certes fait quand même une bonne saison, mais quand même, abusez pas. Monaco qui est dans la tourmente, on en parlait un peu au début de l'émission avec Squeak, mais là c'est très compliqué pour eux. Apparemment, c'est la principauté qui va récupérer le club, parce qu'il y a beaucoup d'impayés, il y a des dettes, et il y a des grèves aussi de joueurs. Apparemment, il y a des joueurs qui sautent les entraînements, ils sont que 12 à l'entraînement. Spanoulis a fait une déclaration en disant c'est pas possible, on peut pas travailler dans ces conditions. Ce qui peut expliquer aussi tout ce qu'on va dire derrière sur le match. Oui, mais non. Pourquoi oui mais non? Oui, mais non. Parce que tu perds contre. Allez, vas-y. On va prendre une équipe du milieu de tableau. Contre le Pana. Tu perds contre. Allez, l'Étoile Rouge. Bologne c'est milieu de tableau. Hein. Tu perds contre Valence. Vas-y, d'accord. Là, tu perds contre Bologne. Avec Carson Edwards qui joue pas. Payola qui joue pas. Smilagic qui joue pas. Ça fait beaucoup. Alors, je veux bien que ça reste l'Euroleague, que plein d'équipes peut attraper tout le monde, on le sait, l'Euroleague c'est assez homogène, d'accord. Mais au bout d'un moment, ça y est. Alors oui, Luka Vildoza, il va mettre un gros tir à la fin du match. Mais avant le gros tir de Vildoza, on peut m'expliquer pourquoi Mike James va prendre un tir à 3 points en step side alors que Monaco est devant à plus 1. Ça sert à quoi? Le 82-81, t'as la balle dans les mains, il y a 5 fautes d'équipe, tu vas mettre un step side sur le côté, ça sert à rien du tout en fait ce tir. Va provoquer des fautes, va chercher un tir beaucoup plus facile, tu vas envoyer un espèce de vieux airball derrière, et derrière tu vas prendre un tir dans la gueule par Luka Vildoza qui te fait perdre ce match-là et tu le perds 84-82. Ça sert à rien du tout. À rien du tout. Donc je veux bien entendre que la situation du club est assez délicate, que forcément... Qu'est-ce qu'il y a? Non mais t'inquiète pas, que la situation du club est assez délicate. C'est pas toi qui fais le montage. Hein. Non mais ça va, là, il est en face de moi. Que la situation du club est assez délicate, que oui, forcément quand il y a des impayés, je peux l'entendre. Et tu vois, on parlait dans les news par rapport à Squeak, et apparemment, il y a aussi des difficultés par rapport à Squeak avec des salariés qui sont pas payés depuis 2 mois et qui continuent de faire leur travail, mais qui ont dit à un moment, stop, ça suffit. De toute façon, ça on le savait. Hein. Et tu te rappelles quand... L'année dernière, il y a déjà eu des problématiques auprès des consultants qui commentaient les matchs. Comment ça s'appelle Steph Brun, il avait fait une décla en disant que c'était assez border parfois, et c'est une des raisons aussi pour laquelle il avait arrêté de travailler avec eux. Donc, il y avait qui? Il y avait David Cosette aussi, il y avait, tu vois, on ne voit plus Ali Traoré. Donc, je pense qu'il y a ces difficultés-là aussi. Mais à un moment, il y a le hors-terrain et il y a le terrain. Si tu te présentes sur le terrain, tu peux faire les minima. Ouais, mais... Mais Monaco, non mais c'est pas l'Asvel qui joue, c'est pas Paris. Avec l'effectif que tu as, quand tu me dis, ouais, vas-y, on doit aller sur le terrain de, je sais pas, de la Poêle, sur le terrain de l'Étoile Rouge. Bah, tu dis Bologne Ok. comme si c'était les fesses. Gros, Non, Bologne, mais- ils font une saison correcte. Hein. Il faut une saison correcte. Mais tu vas pas me dire que là, en l'état, Monaco doit perdre contre Bologne. Non. Il leur manque leur meilleur joueur. Je dis pas que Monaco... Je m'attendais pas à ce que Monaco perde ce match. Arrête, hein. Par contre, moi je pense que la situation hors basket peut expliquer aussi la mauvaise passe que traverse le club sur le terrain. Parce que tu sais très bien, on le sait très bien, et on le voit à tous les niveaux, que ce soit en NBA, Euroleague ou même dans notre niveau, quand il y a une ambiance d'équipe pesante, que tu peux pas t'entraîner correctement, que tu as des trucs qui te passent par la tête, etc., bah, tu peux pas jouer ton meilleur basket. Même si tu as envie, tu peux pas être le plus performant possible. Et crédit aussi à Bologne, qui font un bête de match, Oui. notamment Derek Alston Jr., Declaston, il a fait un match de fou. Mais Poteau, oui. Matt Morgan, il a vrai été... joueur. Mais oui, mais vrai Auto joueur. vrai joueur. J'ai pas de sujet avec ça, moi. Je suis d'accord avec toi. Declaston, il a fait un super match. Meilleur pourcentage Matt- de Euroleague à 3 points, je précise. Hein. est bien adroit. Hein. Ah, il a bien envoyé. Hein. Matt Morgan, il a fait un super match aussi. Luka Vildoza, il a fait un super match, dont le tir décisif. Donc, oui, on faut donner du crédit à Bologne. Mais moi,
Moi, ça, ces défaites-là, c'est des défaites de con. Tu sais pourquoi? Parce que quand on arrive à la fin de la saison et qu'au lieu d'être deuxième, on le disait, t'es quatrième ou t'es cinquième, c'est pas pareil en Ouais, mais fait. après, toutes les équipes se font attraper. Oui, mais je suis d'accord, mais en fait, Regarde, la Puel, ils viennent de perdre contre le Bayern. oui, mais là, t'es pas sur. En fait, c'est pas comme si c'était une défaite. Je Oui. dis, vas-y, c'est la troisième. Mais le problème, c'est que c'est la troisième, mais il y a tout ce contexte aussi qui fait qu'ils étaient sur une super série, ils étaient sur 6 victoires d'affilée, je crois, et d'un seul coup, ils en perdent 3, et ensuite, il y a ça qui sort. Moi, je pense que ça a un lien. Après, tu peux dire que ça n'excuse pas tout, Je pense que mais c'est un lien. au bout d'un moment, la mafia, c'est bon, il faut payer les gens. Je pense que c'est un lien direct, j'ai pas de sujet là-dessus. En fait, le combat, il est légitime de dire, mais au bout d'un moment, on fait quelque chose, on n'est pas payé pour. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Bien au contraire, justement. Mais, là, ce que je veux te dire, c'est que quand tu viens sur le terrain, il faut faire les minima. Et aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'ils n'ont pas fait les minima. Et encore une fois, je suis obligé de tirer la sonnette d'alarme parce que c'est pas la première fois. C'est pas une première défaite là. C'est la troisième consécutive. Quand t'es Monaco et que t'as les ambitions de Monaco, qui sont très, très, très hauts et à juste titre, tu peux pas te permettre ça. Sur l'aspect basket, Monaco s'est fait casser la gueule au rebond, 29-36. Les intérieurs de Bologne ont dominé, surtout sur la deuxième mi-temps, au rebond offensif. Notamment Modjouf qui fait un bon match. Ah non, pardon, c'est pas Modjouf qui fait un bon match. C'est Akele, pardon. Qui fait 11 points, 7 rebonds en 22 minutes. Du coup, maintenant que tu as vu Bologne jouer, Oui. Karim Diallo, c'est pas Yanis Antetokounmpo? Mais non, je t'ai déjà dit que non. Je t'ai déjà dit que Gros, non. il bouge Je pareil, t'ai dit que 34, les mêmes accessoires et tout. Je t'ai nanana. déjà dit que non. Il y a des flashs, mais... Non, mais il est nul. Mais genre, Il a dit que je veux non. dire juste dans le Dans le body language. oui. Language. Ouais, mais non. Daniel Hackett, poteau, et quand je l'ai vu tout le match, je me dis, mais ça y est, frère, prends ta retraite. Il était à la rue, il ratait tout, nanana. Poteau, la fin de match qu'il a envoyé. Mon gars. T'as les patrons. Il a dit, voilà, l'expérience. L'expérience que... L'expérience bouffe que. T'as les patrons. Parce qu'en plus, il va sauver des balles, il est dans, Ah il est ouais, dans non, il tous fait les tout, bons il fait coups. Donc, voilà. Très bien. Qui est ton MVP sur ce match? Derek Alston, hein. Évidemment. Vu le boulot Moi, qu'il aura là où fait. j'ai été étonné, c'est que justement, tu l'as dit, il manquait Carson Edwards. Et en fait, je l'ai vu être fort à la création aussi, se créer des tirs ou faire des passes. Je l'ai vu faire des bêtes de passes pour ses intérieurs et tout. Franchement, pas dégueu comme genre. Ah non, à pas surveiller, dégueu. hein. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Très bien. On passe sur Asvel Pana. Oui, si tu veux. Très bien. Donc, l'Asvel qui recevait le Panathinaikos, qui est toujours amputé de Kendrick Nunn. L'Asvel fait un bon début de match. Qu'est-ce que tu vois sur ce début de match pour l'Asvel? Mais de toute façon, l'Asvel, ils sont dans la rencontre. Ils sont dans la rencontre, si je dis pas de bêtises. Il y a 17-15 après le premier quart-temps. Ils ont une certaine intensité offensive. Je trouve que l'Asvel est bien dans sa rencontre. Mais comme très souvent, en fait. L'Asvel est bien dans sa rencontre. Ils ont des fois des petits trous d'air qui leur font mal. Et tu vois, la réalité, c'est que, bon, le Pana, je vais pas dire qu'il est dégueulasse depuis un petit moment, mais ça fait peine à voir. Là, t'as un très très petit Chidi Osman qui passe un peu à côté de Après, sa c'est son rencontre. retour, donc Ouais, on mais- peut lui en vouloir. Mais je ne lui en veux pas. Je dis juste qu'il passe un peu à côté de sa rencontre. On le voit pas vraiment. Et t'as un petit Chidi Osman, t'as un petit Kendrick Nunn qui n'est pas là. Donc au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Tu Ah t'attends. ouais, ça tire sur Kendrick Nunn alors qu'il est blessé, quoi. Non, mais c'est pas de sa faute. Mais non, je dis que. Tu dis t'as un petit Kendrick Nunn. Pardon, un petit TJ Osman et t'as un Kendrick Nunn qui n'est pas là, ça Ah, que je veux ok. dire, excuse-moi. Et du coup, tu t'attends à avoir un TJ Short, tu te dis, bon, bah là, qu'il va avoir un peu plus d'espace. Ouais, mais il peut pas jouer avec Erkin Ataman. Il peut pas. Il peut pas. En fait, moi, ça me rend triste parce Il peut que pas. j'ai l'impression que, genre, il lui a enlevé Toute la confiance. toute la Il confiance. peut pas, je te jure qu'il peut Genre, moi, c'est ce que j'ai noté, j'ai dit, TJ Short, c'est bien les passes, mais oublie pas que t'étais à 18 points de moyenne l'année dernière. pas. Pas agressif, regarde pas le Il cercle. regarde pas le cercle. Pull-up jumper à mi-distance, quand il attaque sur sa main gauche, il absorbe. Il est hésitant et les trucs. Il prend les contacts, il explose sur tous les contacts. Au lieu il peut d'aller pas. finir sur des flotteurs, Il peut des pas. trucs qu'il maîtrise et tout, Il peut hein, pas, il il peut ressort des balles pour Rocavopoulos pour des. Il crée même pas de décalage. crée aucun Parce que les mecs ils décalage. savent qu'ils veulent pas tirer. Il peut pas. Franchement, c'est Il peut pas. c'est trop triste. Et de sur la voir fin de TJ match, Short il comme perd, ça. il perd des balles de fou. Ouais, il fait et une tout, fin de match machin. catastrophique. D'ailleurs, il peut- s'est bien fait défoncer par Ariel Ataman de fou. encore en conférence de presse. TJ Short, en 11 minutes, il fait 2 points à 0 sur 5 au tir. Il met 2 lancés, 2 rebonds, 2 passes, 3 pertes de balles, 0 déval, moins 4 de plus-minus. Non, il peut pas. Et franchement, c'est un joueur qu'on adore, hein, mais là, Ah ouais. il pouvait vraiment pas. Et c'est pas pour rien que Ergin Ataman va envoyer son général, parce que c'est son surnom, il envoie son soldat. Et. D'ailleurs, T'es bon, hein. poto, culture rap français, je te bois, frère. Non, t'es bon, Je te bois. T'es bon, mais Je te calme-toi. Calme-toi quand même. Mais non, franchement,
Costas Lucas, ça Bon joueur de basket. fait des années qu'on le voit faire ça. Et playmaking, création, et te sanctionne d'une violence terrible. Quand il a commencé à créer pour les autres derrière, step back, boum, ça tombe dans ta tête. Je sais que tu vas donner les stats dans quelques instants, mais bon, il fait 26 quand même, quoi. 26 points, 2 sur 4 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points, 10 sur 10 au lancer, 3 rebonds, 9 passes, 1 interception, 36 d'évaluation, plus 18 de plus-minus. Il a été dans tous les bons coups, il a clôturé le game, il a envoyé un tir à la fin de match qui va Mais il est faire... lancé à la fin de match aussi. Lancé. Il y a aussi, comment il s'appelle, Toliopoulos qui a fait un bon match. Je rappelle qu'il a 36 ans. Oui, bien entendu, bah, c'est important de le préciser. T'as Toliopoulos qui fait un... pas Toliopoulos. Non, Toliopoulos, il joue 2 minutes. C'est pas Toliopoulos, c'est Jaren Grant, pardon. Holmes. C'est pas Toliopoulos, c'est Jaren Grant, et on va en reparler un peu plus tard. Ah, ok. Je vois de quelle catégorie tu veux parler. Et t'as pas tort, je l'ai pas mis, mais t'as pas tort. Et du coup... Je vais tirer quand même mon chapeau, même si c'est un joueur dont on a déjà beaucoup parlé. Mais vraiment, Costas Lucas, quelle usine à basket. Quel joueur. Quelle C'est usine à du. basket. Après, voilà, c'est dans les grands de C'est dans l'Euroleague, les très, comme très les grands. Nando, comme Mais les oui. Teodosic sur les fins Mais de carrière, quelle usine etc. à basket. C'est des mecs qui, par son expérience, et malgré le fait qu'il ait 36 ans, qui arrive quand même à jouer encore sur sa vitesse. Créer des décalages, Et va prendre aller chercher des fautes, etc. Et on sait, à la fin, quand il joue le jeu des lancers francs, je sais très bien qu'il va pas rater. Hein. Et c'est ça, il ne loupe pas. C'est dedans, filoche, merci, au revoir. Alors, côté Asvel, il y a quand même des bonnes choses. Oui. Notamment Brian Angola qui confirme qu'il fait encore une meilleure éval que lors de son premier match. Il met 20 points avec des excellents pourcentages, 28 d'évaluation. On a un Thomas Hurtel qui est pas hyper agressif offensivement dans le scoring, mais par contre qui fait quand même 12 passes décisives. Alors 5 pertes de balles, mais 12 passes décisives, c'est pas dégueu. Et surtout, Bastien Vautier. Bastien Vautier. Il a fait une bonne deuxième mi-temps. Il est très bien. Il a pas joué la première. Mais je voulais parler surtout de Melvin Aginsa. Non, je t'en mets. T'as Non, raison d'en parler. Franchement, Non, sur les 3-4 derniers matchs, il met des tirs, il est mieux, agressif. il est agressif. Je suis d'accord, non, mais je plaisante. il hein, je prend suis 6 d'accord de fou. rebonds. Je suis d'accord de fou. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demandait, tu vois. Ah oui, Donc je sais pas s'il a regardé l'émission où on lui a un peu tiré dessus, mais en tout cas, depuis, Oui. Et ça, il met dedans, en fait. il fait des bons matchs. Il met dedans, Et il non, mais met même, dedans. il prend 6 rebonds, gros, Oui. c'est ce qu'on lui demande. Il est agressif, il va lancer chercher le des cercle. lancers, Non, je suis d'accord. Donc, non, Mais non, 14, c'est il ça met 14 Ouais. points avec 3 sur 7 à 3 points, 2 sur 4 à 2 points, 1 sur 2 au lancer, 6 rebonds, 12 dévals. Ah, je demande pas qu'il mette 25 points par Ah, mais match. non, mais hein. clairement, mais de toute façon, quand il est à ce niveau-là, c'est ça qu'on lui demande. Qu'il apporte justement de l'adresse extérieure comme on l'attend. Du physique, parce qu'il a un physique, le mec. Donc, on attend qu'il aille se bagarrer un petit peu. Donc, non, clairement, il fait un vrai bon match. Par contre, je sais pas ce que t'as pensé de la performance de Clint Watson. Ben, elle est dramatique. Mais- Il a tout raté. Et il a continué à forcer. Tu trouves Ben, Moi, j'ai l'impression que. Après, j'ai regardé les stats, j'ai dit, ok, il a tout raté. Mais je trouve que, genre, moi, je l'ai pas vu en fait avoir la balle. ah, si. J'ai l'impression que, genre, c'était Thomas Hurtel, Brian Angola, et genre, lui, il était dans le corner et il avait le droit de rien faire. Ah non, si. Il a la balle, il a pas l'adresse. Sur des pull-ups qui sont à lui, par exemple, où il va se créer son tir, il dribble, et il se met à mi-distance. Il a raté. Alors, il fait 0,7 au tir. Sur des flotteurs à lui et tout. Non, il a eu la balle. Il a juste raté, il a tout mis à côté. C'est des soirs qui arrivent, hein, c'est comme ça. Ça aurait été mieux qu'ils puissent mettre dedans parce que je pense qu'ils auraient pu attraper ce match-là vu la fébrilité du Pana à l'heure actuelle. Mais malheureusement, c'est pas tombé du bon côté de la pièce. Ok, non, mais parce que moi, franchement, j'ai regardé, alors peut-être je l'ai regardé un peu tard et tout le match, j'étais un peu défoncé, mais j'avais la sensation que voilà, quand il y avait Brian Angola sur le terrain, c'était lui qui avait la balle. Alors que bon, Clint Watson, quand même, depuis le début de saison, il fait quand même une saison plus que correcte. Enfin, une très bonne saison, même individuellement. Il a tout mis à côté. Donc forcément, au bout d'un moment. Ok, donc pour finir sur le Pana, ils s'en sont sortis de peu. Il y a là ce week-end, ils ont perdu à Laris Salonique. Il y a Giannakopoulos, le président du Panathinaikos, qui a allumé tout le monde, qui a dit vous pouvez pas avoir un budget de 40 millions et perdre à Laris Salonique. Vous pouvez pas jouer comme ça. Je veux pas entendre parler des arbitres, je veux pas entendre parler d'une organisation criminelle, je sais pas quoi. Et j'espère que quand vous allez rentrer à Athènes, vous allez tous démissionner, les joueurs et les coachs. Bonne ambiance. Après, moi j'aimerais bien que le coach. Le coach démissionne. surtout, ouais. Si le coach pouvait démissionner, ça nous arrangerait Le tous. coach, ça nous ferait beaucoup de bien. Ouais, vraiment. Euh, À eux et à nous, hein, vraiment. Voilà pour ce match. On part sur le rayon de soleil de la semaine. Paris contre le Real de Madrid. Tu es allé voir ce match? C'est le bruit de mes boules contre tes fesses, c'est ça? Nek le Fennec Nek le Fnuc. Non, faut applaudir. Ouais, faut applaudir. Ouais. J'applaudis. J'applaudis, juste ils ont pris 20 points contre Boulazac ce soir. J'applaudis Mais... plus. Tu vois mais du coup, ouais, Paris du coup. Et Musola a dit j'accuse. C'est pas ça? C'est ça? Je sais même pas si c'est Mizola qui dit ça.
Emile Zola, il a pas écrit un livre, j'accuse. Non, mais. Ah, si, c'est bon. Poto, la culture. La culture. T'as de la chance. Mais la culture, on nourrit tu vois, les téléspectateurs. Les viewers. Les viewers, on les nourrit à la culture. Du coup, Émile Zola a dit j'accuse. Moi, je dis rien du tout. Parce qu'au bout d'un moment, vous foutez notre gueule depuis des semaines et des semaines. Donc, je m'excuse pas. Mais par contre, j'applaudis parce que j'ai trouvé que Paris a fait un vrai bon match. Je les ai trouvés solides collectivement. Et à l'instar des autres matchs, là où ils ont eu du mal des fois à clôturer les matchs, je trouve qu'ils ont trouvé des ressources pour justement valider cette victoire. Mais pour revenir en détail sur ce match-là, ben en fait, ce que j'ai apprécié, c'est que je pense la plus grande force de Paris sur tout le match, c'est la maîtrise du tempo. Je les ai jamais trouvés à la rue sur le match. Je les ai toujours vus dans une maîtrise de tempo, dans une maîtrise de rythme. C'était eux qui imposaient leur rythme. Même si le Real, à un moment, tente de revenir, et notamment sur la fin de match, il commence à avoir un peu plus d'adresse. Mais j'ai vraiment eu la sensation qu'ils ont maîtrisé le Real de la tête et des épaules, en fait. Et ça a fait plaisir parce que souvent, ce qu'on a reproché à Paris sur les dernières semaines, c'est de faire des matchs plutôt potables, on va dire ça comme ça, pour pas dire des fois cata, mais plutôt potables, et à la fin de s'écrouler parce qu'ils n'étaient pas capables de mettre la balle sous le bras et de dire bon là, il faut qu'on verrouille et il faut qu'on aille chercher cette victoire. Bah franchement, moi je suis plutôt content de ça, et l'archétype, pas du tout l'archétype, mais en tout cas à l'image de deux joueurs qui sont beaucoup ressortis, Amath Mbaye et Léopold Cavalière, qui font... Qu'est-ce qu'il y a ? Bah, je pensais quand même que t'allais dire Amath Mbaye et Nadir Effi, quoi. Non, mais Nadir Effi, j'y viens après. Mais Ok. il n'y a pas que Nadir Effi dans l'équipe. Mais c'est une équipe à 5. Et oui, Nadir Effi fait un très bon match, mais je sais qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais je veux mettre en avant Amath Mbaye et Léopold Cavalière parce que franchement, ils ont fait des vrais bons matchs, les mecs. Et c'est pas comme si, genre, c'était tout le temps. Léopold Cavalière qui a été dans l'agressivité, qui a eu de l'adresse un petit peu à 3 points. Il commence très fort, notamment. Donc, tu vois, et Amath Mbaye, il fait un super match. Et alors qu'il y a une semaine ou deux, il était catastrophique. Il a mis 1 point. Et il peut pas se permettre ça, tu vois. Donc, oui, Nadir Effi, je vais y venir. Mais je veux aussi donner les fleurs à ces deux joueurs. Oh là, c'est beau. Alors, je suis d'accord avec toi sur Amath Mbaye. Après, c'est plus facile d'être adroit quand tu es défendu par Eddy Tavares, qui, on sait, Oui. reste dans la raquette, que par Petrousev et Kabengele. Bien qui sont sûr, beaucoup mais plus faut mettre mobiles. dedans. Non, mais je ne lève rien. Je suis très content du match du Paris Basket. Je suis très content du match d'Amath Mbaye, de Léopold Cavalière, qui a commencé très fort aussi. Je suis d'accord avec toi. Gros match de Nadir Effi, qui met 21 points avec des très bons pourcentages. Pas trop à la création, mais voilà, qui va chercher des lancers, qui a de l'adresse à 3 points, notamment qui met des gros tirs sur la fin de match, que j'ai trouvé bien. Là, ce qui m'a fait plaisir aussi sur cette équipe de Paris, c'est que sur les dernières semaines, on avait l'impression qu'ils étaient épuisés. C'est-à-dire que dans les rotations, ils étaient complètement en retard sur tout. Ils allaient, on sait qu'ils vont trapper sur le poste bas et tout, mais il n'y avait pas les rotations, ça laissait des tirs ouverts et tout, ils perdaient les duels. Là, je les ai vus concentrés. Les rotations, on a retrouvé les rotations du début de saison, sur ce match-là en tout cas. Et il y a eu beaucoup de mouvements. Ça drivait, ça kickait. La balle, elle restait pas dans les mains du même joueur. Comme tu l'as dit, il y a eu plein d'options. Des mecs qu'on n'attendait pas forcément. Que ce soit Léopold Cavalière ou Amath Mbaye. Après, tu as toujours les classiques, on va dire Justin Robinson qui a pu apporter aussi. Lamar Steven, Jared Roden qui met aussi ses 15 points. Voilà, c'est une équipe qui a pas... Il y a Nadir Effi et puis après, tu as plein de petites armes aussi autour qui peuvent émerger. J'ai trouvé qu'ils ont fait un bon match. Il n'y avait pas de Théo Malédon pour le Real. Ça s'est ressenti. J'ai trouvé que le Real avait fait un mauvais match, Oui, moi je personnellement. suis d'accord. Avec un Facundo Campazzo qui, on le sait, est le baromètre de cette équipe. Et là, il a été inexistant sur ce match-là. Maintenant, quand je regarde le match, je me dis, ouais, Paris a fait le match de sa vie et le Real a fait un pire match. Et en fait, je regarde les stats. Paris, il tire à 32% à 3 points, 12 sur 37. Donc déjà, c'est pas un pourcentage de fou, tu vois. Là où le Real, il tire à 43% à 3 points. Donc tu dis, putain, c'est pas l'impression visuelle que j'ai eue. Ensuite, au niveau des rebonds, tu te dis, bon, peut-être Paris a dominé au rebond. 37 pour le Real, 34 pour Paris. Tu te dis, putain. Et en fait, moi, c'est un match hyper bizarre parce que j'arrive pas à expliquer comment Paris a gagné ce match. Le rythme. Je te jure, moi, c'est quelque chose que je me suis dit, tu vois, quand je préparais l'émission, j'étais en train de me dire, là où Paris a été plus fort, c'est dans la gestion du rythme et la gestion des temps forts. Et c'est pas habituel, ils nous ont pas vraiment habitués à ça. Et là, ça fait plaisir. Et l'absence de Théo Malédon est beaucoup plus préjudiciable au Real que la méforme de Facu Campazzo, tu vois, sur ce match-là en tout cas. C'est vrai qu'ils prennent plus de tirs. Après, le Real prend plus de lancers francs. Mais Paris prend 39 tirs plus 37, ce qui nous fait un total de 66.
66 tirs. Non, 76. 76 tirs, pardon, 76 tirs. Là où le Real prend 28 plus 32, 60 tirs. Donc tu prends 16 tirs de plus. Alors après, le Real attire un peu plus de lancers francs. Mais en effet, Paris domine. La stat où Paris domine, c'est sur les points de seconde chance, où il y a 19 à 12. Et j'aimerais donner ses fleurs quand même à un mec qui jouait contre un des meilleurs pivots Euroleague, Mohamed Faye. Quel monstre. Il a fait un très bon match. 6 points, 7 rebonds, 4 contres. Et des contres... Tu vois, pas des petits contres, je vais toucher des contres statement, tu vois, qui donnent un momentum et tout. Donc franchement, limite, moi j'ai mis Moufaï en MVP de l'équipe. Ouais, mais toi tu t'enflammes, c'est ça aussi. Après, j'ai vu les stats, j'ai dit ok, d'accord. Mais parce que c'est pour te dire à quel point ces actions ont été marquantes, bien tu sûr, vois. Bien sûr. Et Jared Roden qui met un tir difficile pour finir le match. Tu as dit tout à l'heure qu'ils ont su bien finir le match. Ils se sont pas trouvés non plus le tir le plus simple de l'histoire. Hein. Il s'arrête à mi-distance, il fait une feinte, c'est quand même contesté, il fait un genre de flotteur. Bon voilà. Nadir aussi qui a mis un gros N1 sur Tavares. Pas facile, faut aller le chercher, tu vois. Voilà, côté Real, on a quand même eu un Trelais chaud, un Mario Hezonja chaud. Mais le Real qui prend un petit coup d'arrêt. Bon, c'est pas pour autant que de toute façon la saison de Paris, elle est... Voilà, tu vas faire des coups par-ci par-là, maintenant il faut se concentrer sur la Betclic. Hein. Tu vas pas attraper le play-in. Voilà pour les clubs français. Let's go. On part sur le débat ? Oui. Dans toutes les équipes, il y a des joueurs qui payent pas de mine, qui mettent pas 25 points par match et tout, mais qui sont indispensables. Et aujourd'hui, on va leur rendre hommage. On va parler des joueurs les plus sous-cotés d'Euroleague. Audren, c'est pour toi. Lancement sur 10 ? 10. Merci. Audren, c'est pour toi. Audren, c'est vrai. Audren, Gann, à finance, même si je sais que tu regarderas pas le match. Voilà, des mecs qui font du bien, tu vois. Bakary, c'est pour toi. Pas mal. Bref, du coup, t'as une liste. T'as combien de joueurs sur ta liste ? J'ai 5 joueurs sur ma liste. Moi, j'en ai 4. Ok, parfait. Et tu sais ce qui est sous-côté ? C'est quand vous mettez pas des pouces et que vous abonnez pas. Ça, c'est grave sous-côté aussi. Oh là là, c'est tellement sous-côté. Ça, c'est grave sous-côté. Vas-y. Donc, commencez à vous abonner. Que les spots, tu connais déjà sur TikTok. Les Insta, Odell Bradley Jr., Osfeed, tu maîtrises. Que les podcasts sur TikTok, sur Instagram. Mets des pouces. Booste la vidéo sur YouTube. Tu connais, tu swipes là dans les commentaires. Faut booster. Voilà, tu donnes la visibilité. Tu mets des pouces comme ça. Et on sera tous contents. Moi, et surtout, oublie pas de commenter parce que ça, c'est important. Et vous pouvez poser les questions de la semaine dans l'espace commentaire. Je me demande juste pourquoi tu veux que les gens s'abonnent à ton compte Instagram, sachant que tu postes rien. J'ai pas besoin qu'ils s'abonnent. D'accord. Ce que t'as dit ton blaze. T'as dit Odell Bradley Jr. C'est juste pour la visibilité, pour voir mon contenu. Très bien. Un contenu, voilà. mon pote. Vraiment, 2 photos en 7 ans. Une archi bien que j'ai prise au camp et une avec un filtre Amaro à l'époque. Voilà, 2 photos en 7 ans. Très bien. Du coup. J'ai 1, 2, 3, 6 joueurs. Pardon, Putain, j'ai 5. j'en ai 4. J'en ai 6. Parce qu'on a déjà parlé de Derrick Alston, et c'est vrai qu'on n'a pas trop regardé Bologne, mais voilà. Je sais pas Derrick Alston. Très bien, vas-y, dis-moi alors tes joueurs. Alors, j'ai Jerian Grant, j'ai Thomas Walkup. Non, mais attends, on fait joueur par joueur. Non, mais attends, je te donne toute la liste, après je vais te dire. On va faire un classement, non ? Ouais. Ah, moi j'ai pas fait de Ah, classement. d'accord, ok, pardon. Mais on peut faire un classement après, hein. C'est pas un problème. Vas-y, donc donne ta liste. J'ai Jerian Grant, Thomas Walkup, Devon Hall, Isaiah Cordinier, Jonathan Motley et Nicolo Melli. Putain, on a un seul joueur en commun. Ça va être intéressant. Ah, bah super. Ok. Bah, on a qui en commun ? Alors, Nicolo Nicolo Melli. Melli, évidemment, qu'on adore. Logique. Moi j'ai Jaron Blossom Game, Tyson Ward et Isaiah Mike. C'est mes 4. Mais c'est très bien, on va pouvoir débattre parce que là, t'as dit des blazes, mon gars. Je suis pas trop corda. Ah, bah vas-y. Donc t'as fait un classement ou pas ? Pas encore, mais je vais le faire au fur et à mesure. Mais vas-y, là, Donc, par vas-y. contre, débat sur les joueurs. Commence sur Jerian Grant. Jerian Grant, joueur sous-coté, mais à la mort. Joueur sous-coté à la mort. C'est un défenseur élite. Très gros cul basket, qui est capable d'avoir du playmaking, du rythme. Franchement, quand tu regardes les stats, tu dis, ouais, il a des stats un peu lambda, enfin voilà. Mais c'est un rouage essentiel. Et dans la vie, et tu vois, je reprends dans la victoire du Pana. Mon gars, la victoire du Pana en Euroleague, Jerian Grant, il fait un boulot monstrueux. Son impact réel, il est au-delà des statistiques. Tu vois, c'est un joueur comme... peut-être un peu moins... C'est pas un joueur flashy, et on en parle un peu moins que, je sais pas, Alpha Diallo, par exemple, à Monaco. Putain, en fait, c'est Jerian Grant que mon joueur. Peut-être.
Non, mais en tout cas, Tu verras tout à l'heure. fort défenseur, Tu verras tout à l'heure. capable de shooter. Ah, Tu verras tout à on l'heure. verra. Tu verras tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, Jaren Grant, c'est un mec, genre la catégorie, elle est faite pour lui, en fait. Il joue à côté de Kendrick Nunn, il joue à côté de Cedi Osman, qui sont beaucoup mis en avant et tout. Il a joué à côté de, comment il s'appelle, qui était là, mais qui est plus Lorenzo Brown. Eh, tu penses, quand tu le mets en avant, tu penses toujours à Lorenzo Brown, Kendrick Nunn, c'était eux qui étaient mis en avant. Là, on parle... Pas Lorenzo Brown, gros. Non, mais avant qu'il fasse la saison, quand Lorenzo Brown il arrive, ce qu'on mettait en avant, c'est Ah oui, Lorenzo oui, bah, en Brown même temps, et Kendrick Nunn. oui. De par le nom, c'est ça que je veux te Oui. dire. La saison, elle a commencé, Lorenzo Brown va t'asseoir, Jaren Grant, il était là. Non, mais c'est clair, mais je suis d'accord avec toi. Sous-côté à la mort. Je sais pas si je dirais sous-côté parce que aujourd'hui, dans le paysage Euroleague, Jaren Grant, c'est un joueur reconnu. Non, Tu je vois, te jure que non. Je te jure que non. Par C'est- ses pairs, oui, mais... Mais même par le public. Non, pas assez à mon goût. Pas assez à mon goût. Je veux dire, enfin, ouais, je sais pas. Je trouve que moi, Jaren Grant, c'est pas quelqu'un que je trouve sous-coté. Je trouve que c'est quelqu'un qui est coté à sa juste valeur. Pas du tout. Que c'est un mec qui est importantissime pour une équipe, mais c'est pas non plus un joueur first Euroleague ou second Euroleague, All Euroleague first team. Tu vois, et Enfin, là, t'as compris. Second Euroleague, ça peut se taper. Après, les stats... Les Vu stats la saison du oui, Pana, ça m'étonnerait. c'est ça, mais les stats ne lui permettent pas, mais c'est un joueur tellement sous-côté. Mais c'est pas le deuxième meilleur joueur de son équipe, par exemple. Mais- Ni même le troisième. Mais justement, sous-côté ne dit pas que tu dois être le deuxième meilleur Non, joueur de mais ton quand équipe. tu veux être All Euroleague first ou Oui, second team, ça- tu dois être dans les meilleurs ça, joueurs de t'as ta raison. propre équipe. Mais, C'est mais- pas le cas. mais- Après, je suis d'accord avec toi, il est importantissime pour cette équipe. mais bien sûr. Mais j'irais pas dire qu'il est sous-côté. Oh, Dites-nous en commentaire ce que moi, vous en pour pensez. c'est Moi, un joueur- personnellement, je c'est dirais un pas qu'il est joueur sous-côté. Vas-y. Enchaîne sur Thomas Walkup. Thomas Walkup, mais pareil, joueur sous-côté. Joueur sous-côté parce que quand tu le vois comme ça, paye pas de mine, tu dis bon, lui, vas-y, il peut pas tirer et tout. Sauf que défensivement, c'est un patron sur l'homme. Et on l'a vu faire des choses à multiples reprises. Il a un leadership qui est énorme. L'Olympiakos est tout simplement plus solide quand il est dans son équipe. Si tu as le malheur de passer en dessous, il est capable de sanctionner. Il a clôturé des matchs parce qu'en mettant des gros tirs, en disant je vais faire l'impasse sur Thomas Walkup parce que je vais les défendre sur Sacha. Notamment encore cette semaine. Exactement, je vais les défendre sur Sacha Vezenkov, ou je vais les défendre sur Evan Fournier, ou je vais les défendre sur Milutinov parce qu'on va leur faire une prise à deux, ou sur Taylor Dorsey. Boum, t'as monsieur Thomas Walkup qui vient te sanctionner, il vient te terminer des matchs. Joueur sous-côté, joueur ultra important dans un effectif, qui paye pas de mine, bien sûr qu'il est dans ma liste. Bah, moi, je suis d'accord avec toi s'il y avait que la saison régulière. Mais Thomas Walkup, je l'ai vu trop de fois pénaliser son équipe sur les moments chauds, que ce soit avec la Grèce ou avec l'Olympiakos, où justement dans les moments chauds, les équipes font clairement l'impasse sur lui et il n'a pas su sanctionner. Et je suis d'accord, c'est un joueur qui est très fort défensivement, capable de créer, mais c'est le meilleur passeur de l'équipe. Il met du liant dans cette équipe avec un peu des joueurs un peu foufous comme Evan Fournier, Tyler Dorsey, etc. Mais dans les moments où ça compte, j'ai été plusieurs fois déçu de ses performances. Donc pour moi, il est justement coté. C'est un mec qui est installé depuis plusieurs années en tant que meneur titulaire à l'Olympiakos, qui a raté une grande partie de la saison dernière et son statut n'a pas été remis en question. Donc tu vois, non plus, il n'est pas considéré comme un petit, genre. On cherche que des backups à chaque fois. Et on cherche que des Bah backups. non, ils ont signé Keenan Evans. Ouais. Et Corey Joseph, à la base, c'est pas signé pour être un backup. Ouais, C'est bah. des mecs qui arrivent de NBA et tout. Ouais, hein. bah on va voir. On Mais va voilà. Donc voir. Sous-côté. donc à voir, mais pour moi, encore une fois, justement côté. Je suis d'accord, c'est un joueur qui est important pour une équipe, mais je dirais pas qu'il est sous-coté. Voilà. Après, on n'a peut-être pas la même Vision, mais la c'est même bien. vision, Moi, mais on verra c'est les commentaires. J'ai très hâte d'entendre les très bien. commentaires. Enchaîne. Devon Hall. C'est dans l'effectif du Fener. Quand tu penses au Fener, on Nicolo Melli, on adore. Wade Baldwin, mettant Talen Horton Tucker qui vient d'arriver, Nando qui vient d'arriver. Tu penses pas tout de suite à Devon Hall, mais c'est tellement le glue guy par excellence. C'est un mec qui peut défendre sur les postes 1, 2, 3. Il a du spacing, il loupe très peu, ultra adroit. C'est un mec il est capable de te sanctionner si tu lui donnes la balle dans le bon moment. C'est propre, il force jamais. Tu sais, c'est un peu un joueur. Les coachs, ils adorent ces joueurs-là. Et moi, je trouve que c'est un joueur qui est clairement sous-coté, alors que c'est une vraie arme, finalement, qui peut t'apporter. Le Fener est deep comme pas possible, donc ils ont une profondeur vraiment d'effectif qui est assez impressionnante. Mais Devon Hall, c'est un joueur sous-coté aussi. Moi, c'est un joueur que j'adore, mais il est tellement sous-coté parce qu'il y a tellement de gros joueurs autour qu'on fait pas attention, mais c'est un mec qui est trop fort, en fait. Et je l'ai vu quand il était à Milan. Ouais, c'est ça. Il est trop fort, ce mec. Je suis d'accord avec toi, il est trop fort. C'est intéressant parce que je sais qu'il y a plusieurs supporters du Fener qui regardent l'émission, notamment Samet.
Dites-nous ce que vous en pensez. Parce que moi, c'est pareil. Quand on parle du Fener l'année dernière, pour moi, le MVP du Final Four, ça peut être Devon Hall. Oui. Tu vois. Donc, c'est pareil. Pour moi, je le mets pas. Quand on parle du Fener et qu'on parle des armes offensives, on parle de Devon Hall. Non, mais non, justement. Non, je te Ah jure. bon Mais nous, non. on parle jamais de Devon Mais, Hall. oui, mais nous, on est des connaisseurs. Mais je te jure que quand tu parles à des gens qui vont regarder le Fener ou autre, je te jure, ou même sans regarder le Fener, mais tu regardes les équipes, on va te dire Nano De Colo, on va te dire Wade Baldwin, on va te dire Tyler Horton Tucker pour ce qu'il fait, on va te dire Kem Birch parfois parce que la relation. Mais Devon Hall n'arrive pas sur la table. Pas tout de suite en tout cas. Ah, je sais pas. Moi, je trouve que Devon Hall, c'était la troisième, voire même la deuxième option sur ce début de saison avant que Tyler Horton Tucker commence à enchaîner des bons matchs. T'avais clairement Wade Baldwin et pour moi, c'était l'option 2, Devon Hall, sur cette saison. Et notamment sur le Final Four l'année dernière où il est exceptionnel. Nigel Davis, comment il s'appelle Bonzi Colson. Ah oui, mais Bonzi Colson, il est 1000 fois derrière Devon Hall dans la rotation. Oui, mais c'est pour te dire que c'est. Ouais, mais après, en fait, t'as pris des joueurs que t'aimes bien, quoi. Non, mais non, c'est pas. Parce que quand même, dans ta liste, t'as mis Isaac Cordinier, et ça, va falloir qu'on en Ah bah parle. là, poto, on va en Vas-y. parler bien. Vas-y. On va en parler même maintenant. Isaac Cordinet est un joueur sous-coté. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Isaac Cordinet, il est capable de faire beaucoup de choses. Avant, c'était défend et joue de la transition. Maintenant, il est capable de prendre des pick and roll, de mettre des tirs, d'avoir du playmaking pour ses équipes. Et je trouve que son talent offensif n'est pas assez exploité. On lui donne pas assez de responsabilité par rapport à tout ce qu'il est capable de faire. Donc, et là, c'est même pas question. C'est un joueur que j'apprécie, mais je suis pas non plus le plus dithyrambique dessus. Néanmoins, c'est un joueur qui devrait avoir un plus gros rôle. C'est un joueur qui devrait avoir un plus gros rôle, c'est tout. Moi, je trouve que Isaac Cordinier, justement, sur ses 2 dernières saisons à Bologne, il a eu ce plus gros rôle. Il a montré qu'il était capable de produire dans des équipes qui souvent étaient en galère. Alors, sauf il y a 2 ans sur la première partie de saison où Bologne avait fait un gros run et après ça s'était effondré. L'année dernière, ils font une sale saison de ouf. Là, il arrive à l'EFES. Moi, j'étais très content, j'étais très hypé pour cette équipe et tout. Et Isaac Cordinier, encore une fois, c'est un joueur qu'on adore. Même en équipe de France, on a vu quand il est capable de prendre des responsabilités. Mais à l'heure actuelle, à l'EFES, bah, l'équipe, elle n'arrive pas à gagner, tu vois. Après, c'est un très bon joueur, en fait. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu définis par sous-côté ? Sous-côté, pour moi, c'est un joueur qui est capable de faire plus et à qui on ne laisse pas forcément les responsabilités pour faire ce qui... Tu trouves qu'il n'a pas les responsabilités à l'EFES ? Alors, depuis l'arrivée de Pablo Lasso, je peux être d'accord avec toi. Mais je trouve que sur la première partie de saison, quand c'était Kokoskov qui coachait, je suis désolé, pour moi, il était... il avait autant de ballons que Shane Larkin, que Jordan Lloyd, etc. Il jouait beaucoup de pick and roll. Il est à la création, on le voit trouver les intérieurs. Il prend beaucoup de tirs à 3 points. Il a seulement 29% à 3 points sur cette saison. Je le trouve toujours. J'ai l'impression qu'on le met toujours derrière les scoreurs US, alors qu'il est capable de faire autant, tu vois, que Jordan Lloyd. Bah, le truc, c'est que Jordan Lloyd est arrivé en sortant d'un Euro de fou furieux. Et en plus de ça, moi je suis pas d'accord sur le début de saison. Jordan Lloyd, il est derrière Evan Fournier, n'importe quoi, derrière Isaac Cordinier dans la rotation. À la limite, il était derrière Shane Larkin. Mais bon, c'est pas choquant. Ah non, juste titre, hein, mais ça, j'ai pas de débat pour moi. Et je trouve que pour moi, la deuxième option sur les postes extérieurs, c'était Isaac Cordinier. Après, c'est vrai qu'il y avait du monde, il y avait Jordan Lloyd, il y avait Nick Vellerbab qui était arrivé aussi. Mais je vois pas ce que tu demandes. En fait, aujourd'hui, Isaac Cordinier, c'est pas Shane Larkin. Non. Et si tu lui donnes plus de ballons, bah, c'est comme si c'est Shane Larkin. Qui a plus de ballons qu'Isaac Cordinier aujourd'hui dans l'équipe ? Jordan Lloyd. Bah non, Jordan Lloyd, il joue plus. De toute façon, il est blessé. Non, il est blessé. Mais il a pas joué le dernier match non plus, Cordinier. Mais aujourd'hui, pour moi, en fait, c'est un mec, tu sais, je veux le voir installé dans un rôle un peu de titulaire. Pas à la différence de comment il s'appelle, purée, de Chelsea qui sort du banc avec Baskonia. Mais je veux qu'il ait plus de ballons, en fait. Je veux qu'il ait plus de ballons parce que c'est un mec qui peut avoir plus de ballons. C'est un mec qui est capable. On l'a vu être capable. Tu vas pas me dire que à l'EFES, il peut pas avoir plus de ballons que ça. Bah, moi, je trouve qu'il a le nombre de ballons qu'il est censé avoir. Je trouve pas qu'il soit privé de la balle. Non, il est pas privé, mais je te jure que quand je regarde les matchs, moi des fois je suis frustré dans son utilisation. Alors Pablo Lasso, je vais pas en parler là, mais bon. Mais t'as d'autres joueurs qui sont sensiblement du même niveau et qui doivent aussi avoir des ballons, tu vois. Jordan Lloyd, au début, à la base, il est censé être devant. Okay. Là, du coup, les deux, ils ont à peu près la même utilisation. Et encore, Jordan Lloyd est plus trouvé en bout de chaîne, là où Isaac Cordinier joue plus du pick and roll. Shane Larkin, il est au-dessus. Nick Vellerbab, c'est le meneur titulaire.
C'est un joueur qu'on adore, hein, et pourtant qui est pas exceptionnel. Et bah, tu vois, là ça va mieux. j'ai eu le même débat parce que je sais plus dans un commentaire YouTube, etc. Il y a quelqu'un qui a dit oui, Villeurbanne c'est le meilleur joueur de l'EFS sur cette saison. Et moi, c'est pas l'impression que j'avais. Quand tu regardes les stats, en fait, Nick Villeurbanne, bah, c'est la meilleure éval de l'équipe. Oui, ça va mieux. Mais ça va mieux. Même avant que ça aille mieux. Donc, en fait, il faut partager aussi la balle. Il y a beaucoup d'arrières. Bien sûr. Tu vois, c'est pas une équipe qui est, surtout avec la blessure de Vincent Poirier depuis le début de saison, il fait des va-et-vient, etc. Il y a Sabenli qui est arrivé. Ouais. Il y a beaucoup d'arrières. Il est moins fort que Sabenli. Bah, vu ce que Sabenli propose depuis qu'il est arrivé à l'EFS, oui. Intrinsèquement, moi je te dirais que non. Mais Sabenli, partout où il est passé en Euroleague, quand il a eu des minutes, il a été bon. Au Maccabi, il était bon. Oui, à l'Olympiakos, quand on lui a donné des minutes, il était bon. Au début, après, il s'est fait cut. Qu'on donne des minutes à Isaiah Cordinet, c'est exactement ça. Il a des minutes, Isaiah Cordinet. Non, mais qu'on donne des minutes. Il joue 26 minutes par match. Mais justement, qu'on lui donne des minutes et qu'on lui donne les balles qu'il mérite d'avoir, comme Sabenli, et tu vas voir qu'il va faire pareil, voire plus. Écoute. Pour moi, c'est ça l'effet même de sous-côté, c'est que tu passes derrière les joueurs US alors qu'ils sont. Allez. Mais Sabenli, ça fait 3 matchs qu'il est là. Non, mais oui, mais. Et il lui a pas sauté sa place. Hein. Sabenli, en 3 matchs, il met 15 points. Il a 15 points de moyenne. Hein. Oui. 15 points, 15 déval. Pour l'instant, Isaac Cordinet, il fait pas ça. Et forcément, l'autre en 24 minutes. Donc il joue pas plus. Hein. Non, il joue sensiblement la même chose. Ouais. Mais c'est pas le même. Il est pas installé dans le même rôle. Tu sais, on a vu avec Isaac Cordinet, c'était pareil en équipe de France. Et tu te souviens, même pendant les fenêtres et même sur la première phase des Jeux Olympiques, sur les phases de poule, on disait, parce qu'on avait vu Isaac Cordinet toute la saison à Bologne être capable de progresser, et on se disait, pourquoi on le met pas plus avec la balle dans les mains, etc. en équipe de France. Là, j'étais d'accord avec toi. Et au final, c'est quand il y a eu ce déclic qu'Isaac Cordinet a commencé à se sortir les doigts, a commencé à être agressif en quart et en demi, que l'équipe de France a eu un autre visage. Mais ça doit venir aussi de lui. Pour moi, il a les ballons. C'est une question d'agressivité. Bref, on va pas faire 6 heures sur Isaac Cordinet. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, mon dernier, c'est mon petit bonbon. C'est parce que j'ai mis Jonathan Motley. En fait, c'est à la fois un joueur sous-côté et à la fois une frustration. Je m'explique tout de suite. Un joueur sur-côté surtout. Non, sur-côté, t'es dur. Sur-côté, t'es vraiment dur. Je trouve que c'est un joueur sous-côté, mais une vraie frustration. Pourquoi ? Parce qu'il a pas de cerveau, en fait. Voilà. et oui, mais le problème, c'est que quand il a un cerveau, c'est un joueur qui est tellement efficace. Oui, bah quand Joel Embiid a des genoux, il est Non, efficace. c'est pas pareil. Là, ça n'a rien à voir, c'est pas la question de physique. C'est un joueur qui a les deux mains, c'est un joueur qui peut tirer extérieur, qui peut tirer donc extérieur à 3 points, il peut tirer à 2 points, il a des hooks, capable de faire du jeu posté, attraper des alley-oops. C'est un mec qui est pas mauvais à la passe non plus. C'est pas le plus grand des passeurs, mais c'est un mec qui est pas mauvais à la passe. Franchement, c'est un joueur que quand tu as dans ton effectif, en tout cas, je connais pas d'un point de vue caractère, mais d'un point de vue joueur basket, tu peux te régaler. Oui. Et pourquoi il est sous-coté pour toi ? Hein ? Pourquoi il est sous-coté pour toi ? Parce que je pense que c'est un joueur, pour moi, pour aller sous-coté, il devrait être dans un contexte. Je m'explique. Quand je dis dans un contexte, en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas encore trouvé le contexte le coach et le contexte qui est bon pour lui. Parce que vraiment, c'est un joueur, on s'en sert pas assez, mais en même temps, c'est une frustration. On s'en sert pas assez parce qu'il fait que des fautes, le mec. C'est pour ça. Et donc, t'as fait la question. Mais oui, mais je sais. Donc, en fait, j'ai précisé que c'était sous-côté et une frustration en même temps. Voilà. Moi, j'aimerais qu'il fasse plus, en fait. Tu dis le contexte. Tu dis, il a pas trouvé. Là, moi, je trouve que la gestion. Il joue cette année 15 minutes en moyenne. Ouais. Et il est en 15 minutes. Il fait 8 et 8, non ? Il est à 8, non pas 8 et 8, il est à 8 et 2. 8 et 2 rebonds. Il fait moins déval ? Il fait 8 déval. Ok. Mais surtout, il est à 2,5 fautes de moyenne. Ah oui, d'accord En jouant 15 minutes. Et moi, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, le contexte, il est trouvé. Jonathan Motley ne peut être rien d'autre qu'un backup, qu'un energizer en sortie de banc, parce qu'on l'a vu quand il était au Fener. Il prend que des fautes de con. Il prend que des fautes de con. Donc en fait, encore une fois, je t'ai demandé pourquoi tu le trouves sous-côté, et je m'attendais à ce que tu me dises, bah voilà, j'aimerais qu'il ait un plus grand rôle et tout. Mais quand t'as dit la phrase, tu l'as su toi-même. Mais je sais. Qu'en fait, pourquoi il a pas. C'est pas parce que les gens croient pas en lui. Mais je sais bien. Mais je sais bien. C'est pour ça que je dis que c'était un petit bonbon. L'année dernière, quand il signe à la Poel, alors oui, il y avait Caboclo, mais il est arrivé en grande pompe. C'était, on a signé Jonathan Motley, le joueur du Fener, indéfendable et tout. Ouais, mais c'est toujours la même histoire avec lui. Donc encore une fois, pareil, sous-côté. Moi, je trouve pas. J'ai dit sous-côté et frustration. D'accord. Voilà, parce que je sais pourquoi il peut pas avoir un plus gros rôle. T'en as encore 2, non ? Non, c'est bon. Bah, t'as Nicolo Melli. Oui, mais Nicolo Melli, tu vas en parler, donc on va en parler. Après, c'est bon. T'en as pas un ? Non, c'est bon. Ok. On peut parler de Nicolo Melli, du coup. Vas-y, je te laisse la main. Nicolo Melli, t'es à un mot. Voilà. C'est le joueur... en fait, j'ai pas envie de répéter ce qu'on a dit la semaine dernière, parce que la semaine dernière, on a parlé de... Oui.
des joueurs dont il faut s'inspirer. Donc voilà, joueur hyper polyvalent, que ce soit offensivement et défensivement, surtout défensivement, hyper intelligent. On n'en parle jamais comme un des top joueurs justement du Fener, lui pour le coup. Pourtant, c'est un joueur qui change drastiquement la face de l'équipe. C'était pareil quand il était à Milan. Donc voilà, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a déjà dit sur Nicolo Melli. Je vais parler du coup de mes 3 autres joueurs sous-côté. Tyson Ward, ça te parle ? Oui. Tyson Ward, Oui. je me posais la question, quel est le joueur parisien qui s'en sort le mieux dans sa nouvelle équipe ? Et aujourd'hui, Tyson Ward, c'est clairement un joueur importantissime à l'Olympiakos. Il finit par starter les matchs, là il starte les matchs. Moi, je parle pas avec toi. Pour eux. Je parle pas avec toi. Parce que quand il a signé Olympiakos, quand je t'ai dit que Papa Nicolau il va aller s'asseoir, etc., tu m'as dit, Tyson Ward, je sais pas, et tout. Ah oui, on savait pas. Mais on savait, frérot, on savait, je te l'ai dit, on sait, c'est un joueur. C'est un bonbon dans une équipe. Il fait tout, il fait tout. Il fait tout. Il fait tout, et surtout, là, moi où je suis impressionné, c'est dans la création. Il est à 2,6 passes de moyenne, il est capable de créer pour les autres. Là, sur cette semaine, contre le Barça, il fait 5 passes décisives, il prend 5 rebonds, 8 points. En fait, comme tu as dit, il fait tout, 14 dévals. Et dans la masse de stars de l'Olympiakos, c'est une signature qui a été un peu discrète, parce que nous, en tant que supporters parisiens, forcément, on l'a suivi, mais tu vois, c'est pas Keenan Evans, c'est pas même là quand Eric Jones a signé, Corey Joseph, Frank Ntilikina, tu vois, c'est pas une signature qui avait du bruit. Et la preuve, parce que c'est une interview qu'on a fait en anglais, c'est que si c'était un joueur qui avait vraiment fait du bruit à son arrivée, ou qui suscitait, on va dire, les intérêts, bah, l'interview elle ferait plus de vues. Pourtant, ça fait pas de vues, tu vois. Donc, et l'interview, je sais qu'elle est bien, cassez pas les couilles. mais donc voilà, pour moi, ça c'est la définition du joueur sous-côté, importantissime dans son équipe. Après, il va pas rester sous-côté longtemps. Je l'ai dit. Il est plus sous-côté. Et justement, d'ailleurs, là, ils sont en train de parler d'une potentielle extension de contrat parce que, bah, justement, je pense qu'il excède les attentes qu'on avait placées en lui. Et c'est un très bon relais, justement, pour Papa Nicolau qui peut tranquillement finir sa carrière à l'Olympiakos. Et voilà, avoir un joueur all-around qui est un peu plus athlétique, fort défenseur et qui va pas penser à lui, qui va penser d'abord à l'équipe. En parlant de joueurs qui va pas penser à lui, qui pense d'abord à l'équipe, Jared Blossom Game, ça te parle ? Qu'est-ce que t'as dit en début de saison quand Nicolas Mirotic est arrivé sur Jared Blossom Game ? Qui va aller s'asseoir ? Il va aller s'asseoir. Est-ce qu'il est allé s'asseoir ? 25 matchs, 17 en tant que titulaire. Oui. 20 minutes de temps de jeu. Et là encore, cette semaine, il fait encore un gros match contre Bologne. Guerrier ultime. Ouais. Et encore une fois, dans une équipe qui est tournée sur les arrières, tournée sur les forts joueurs de 1 contre 1, même indépendamment des arrières. T'as récupéré Daniel Theis. Pourquoi sous-côté ? C'est ça, pourquoi sous-côté ? Bah parce que personne n'en parle de Jared Blossom Game. Aujourd'hui, dans le comment dire, pas dans la rotation, mais tu vas parler à un mec qui suit un peu l'Euroleague, tu dis t'aimes quoi comme équipe ? Ah, j'aime bien Monaco. Ah ouais, t'aimes qui à Monaco ? Ah, j'aime bien Mike James, j'aime bien Elio Kobo, j'aime bien Mathieu Strazel, j'aime bien Daniel Theis, j'aime bien Nicolas Mirotic, j'aime bien Alpha Diallo. Il va venir en avant-dernier, Jared Blossom Game, tu vois. Il va être presque au même niveau qu'un Terry Tarpey qui joue pourtant peu, tu vois. Alors que on sait que cette équipe sans Jared Blossom Game, c'est pas la même. C'est pas la même. C'est pas la même. Et c'est dans ce sens-là que, pour moi, il est pas du tout mis en lumière. Il a pas de ballon. Tout ce qu'il récupère, c'est des tirs en bout de chaîne, soit c'est du remous offensif. Il joue pas de post-up. Il joue de la transition. Donc en fait, c'est un joueur qui est importantissime, mais qui pour moi n'est pas reconnu à sa juste valeur. Okay. Donc voilà pourquoi je le mets sous côté. Okay. J'aime bien. Merci. J'ai pas donné les stats, mais voilà, les stats, il y a 7 points, 4 rebonds, avec 36% à 3 points, 58% à 2 points, 8 dévals en 20 minutes. Voilà, il fait le sale boulot, et c'est un excellent défenseur, et qui peut switcher de 1 à 5. Et pour finir, j'ai monsieur Isaiah Mike, parce que on est en train de voir pourquoi Zeljko Obradovic était triste de le laisser partir du Partizan. Je me souviens l'année dernière, quand il est arrivé au Partizan, il a redonné une dynamique. C'est à ce moment-là que le Partizan a commencé à enchaîner des victoires, etc. Et là, on le voit cette année avec le Bayern. Il fait une très grosse saison. Enfin, très grosse saison. Il joue que 22 minutes parce que le Bayern, c'est pareil. C'est pas une équipe avec des talents extraordinaires qui sortent un peu du lot. Donc, il joue que seulement 22 minutes. Il met 10 points à 53% à 2 points, 46% à 3 points. Donc, lui, on pourrait dire il faudrait qu'il ait plus de ballons parce qu'avec les pourcentages qu'il a, tu vois. Et surtout, c'est un joueur. En fait, c'est un joueur magnifique. C'est un joueur qui est capable de tout faire. Que ce soit offensivement et défensivement, mais surtout offensivement.
il peut prendre des pick and roll, il peut jouer des 1 contre 1, il a de l'adresse à 3 points, il peut jouer du post-up, il peut driver. Aujourd'hui, Isaiah Mike, Mais du coup, mais pourquoi sous-côté alors que c'est lui la pourquoi première sous-côté? option? Parce qu'il s'est retrouvé au Bayern. Ouais, mais après, En fait, tu vois, c'est c'est une première alors, option. oui, mais déjà, personne ne parle au Bayern, du Bayern, et c'est une première option aujourd'hui au Bayern, mais un joueur de ce niveau-là n'a rien à faire dans cette équipe-là. Quand tu pars du Partizan, Oui. pour moi, d'autres équipes auraient dû s'intéresser à lui, Ouais, mais ça dépend. Après, des ça- équipes de haut de tableau. Ouais, Et mais là, après- aujourd'hui, il est première mais- option au Bayern. Non, mais ça dépend du salaire, ça dépend de plein de choses en fait. Donc pour moi, peut-être qu'il est au Bayern, pas parce que y a pas d'autres équipes qui sont intéressées à lui, mais En parce plus, que. c'est pas la première option au mais, Bayern. mais parce que ce qui est la première option au C'est Bayern. Andras Hobbs. Ouais. Bah oui, après, c'est un shooter, mais la première option du Ouais. Bayern, c'est Andras Hobbs. Je peux regarder Ouais. les stats C'est des Spencer mecs du Dinwiddie. Bayern. Bah, quand il était là, il Quand il était avait, là, il est parti. il avait des trucs, mais. Franchement. Andras Hobbs, il a 14 points de moyenne. Oui, mais non, mais attends, 14 points C'est le moyenne, plus gros je sais pas si c'est le plus gros temps de jeu. Plus gros temps de jeu de l'équipe, 14 points de moyenne. Donc c'est lui la première option clairement de l'équipe. Après, t'as Spencer Dinwiddie, mais qui est il est parti. parti déjà. Et sinon, c'est Isaiah Mike. Et là, depuis 6 matchs depuis qu'il est arrivé, il y a Dimitrijevic aussi qui prend pas mal de ballons. T'as Lucic. Enfin voilà, c'est un peu dilué Oui. dans plusieurs joueurs. Mhm. Il est parmi les premières options, mais c'est pas la première option. Mhm. Mais en fait, quand je vois le joueur que c'est, ce qu'il a Oui. été capable de faire cette saison, même l'année dernière au Partizan, c'est vrai qu'il a été un peu blessé et tout. En fait, je me dis, ce joueur-là, il doit être dans le rôle d'un Tyson Ward, il doit être dans une équipe qui gagne et faire le sale boulot et être chirurgical en attaque, tu vois. C'est dans ce sens-là que pour moi, il est sous-coté. Ok. Voilà, on a fait notre liste. Dites-nous en commentaire si vous êtes d'accord avec nous, si vous pensez que Brad ne sait toujours pas ce que ça veut dire sous-coté. Je sais ce que ça veut dire. Et si Sous-coté, vous avez d'autres 2 points, Jaron Grant. ok. Et si vous avez d'autres noms. Et maintenant, le moment que vous attendez tous et toutes, la question de la semaine. C'est parti pour la question de la semaine. Let's go. Aujourd'hui, nous avons la question de Yassar. Alors, il y a écrit Yassar, mais je sais pas si c'est un SCD, c'est Yachar normalement, je pense le prénom. Bref, tu nous diras en commentaire. Question pour vous deux, vu que vous jouez. Quel joueur actuel d'Euroleague vous ressemble le plus et dans quel coach vous vous retrouvez le plus? Alors, on joue. Oui, moi je joue. Brad, ça dépend des matchs. Des fois, il joue, des fois, il joue Merci Steph. pas tout le temps. je joue Du coup, on va commencer par toi, Brad. Vas-y toi, vas-y. Vas-y. Toi commence, dis-moi. Vas-y. je vais te Alors, les joueurs. Donc déjà, je vais te dire, pour moi, quel type de joueur tu es. dire. Vas-y. C'est pas forcément le joueur que t'étais à Charenton, mais à Bondy, t'es plutôt ce type de joueur maintenant. Ok. Voilà. Je fais par rapport aussi à tes dernières saisons. Ok. Pour moi, t'es un joueur polyvalent. Ouais. Avant, t'étais plutôt un joueur orienté vers le scoring, mais Ouais. moins maintenant. Ouais. T'es un joueur plus polyvalent, Ouais. qui est capable de créer. Ouais. Je te vois comme un poste 3, Ouais. qui peut dépanner 4 et qui peut jouer 2 aussi. Ouais, j'aime bien. T'es pas un fort dribbleur. Ouais. T'es bon sur pick and roll parce que t'as des bonnes lectures, mais t'es pas bon dans Percussion. dans le comment dire, non mais dans tenir un dribble, etc. sur pick and roll, t'es pas un fort dribbleur, donc tu vas pas mettre les mecs dans ton dos, etc. Non. En tout cas, moi c'est ce que je. Ok, l'image ok, que ok. j'en- Donc voilà, ayant dit tout ça, et je considère aussi que t'es un bon défenseur. Je dirais pas que t'es un top défenseur Je suis dans le mode d'accord. où genre on te met pas sur le meilleur joueur Non, je adverse, suis d'accord. mais par contre tu coûtes pas à ton équipe Ouais. en défense. Ouais, ouais. Et t'es plutôt intelligent dans tes placements, tu joues beaucoup Ouais. sans ballon, etc. Ouais. aussi. Non, j'aime bien. Donc voilà, Bah, je te connais, Ouais. on a joué ensemble et tout. Du coup, Moi, j'ai 2 joueurs qui me viennent. vas-y, dis-moi tes joueurs. Moi, tu sais, je regardais un petit peu tout à l'heure les joueurs Euroleague. J'ai Nikola Kalinic qui me met en Putain, tête. c'est mon premier. C'est vrai. Oh putain, oh, t'es bon de ouf. C'est mon premier, c'est Non, Kalinic. t'es bon de fou parce que. All around, bon défense. exactement. Exact. En fait, c'est le premier qui m'est venu. Et tu vois, il fait du jeu sans ballon, tir à 3 points. Il est pas flashy, mais franchement, c'est plutôt un mec fiable. J'ai eu des périodes de crise, mais là, je suis plutôt un mec Oui. fiable là-dessus. Du jeu au poste, du jeu de passe, c'est un vrai playmaker. Et tu vois, c'est un mec qui se fond dans le collectif. Et je suis d'accord que si je dois prendre mon jeu plutôt à aujourd'hui, oui, je suis plutôt dans ça, moins dans le scoring, même si des fois ça manque. mais complètement. Donc, tu vois, j'ai pensé à ça. T'as qui, toi? T'as pensé à qui en deuxième? Après, j'ai d'autres, mais qui partagent plus d'autres qualités. Ouais, Mais je pense que celui qui te correspond le plus, c'est Kalinic. on est d'accord. Mais j'ai J.D. Osman, parce que c'est un joueur. Tu le Ok. fais moins maintenant, mais avant, tu jouais beaucoup de transitions. Transition, bah ouais. Beaucoup de transitions. Mais toi, je peux pas avec Et c'est un joueur qui, pareil,
et il est pas dans le dribble, etc. Ouais. Soit il catch and shoot, soit il attaque un close-out, soit il Ouais. joue de la transition. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai Ouais, pensé à ouais, J.D. ouais, Osman, qui est aussi je- un bon défenseur. Ouais. Attends, il y a- J'ai Isaac Bonga. J'aime bien. Pareil, polyvalent, capable de shooter à 3 points, il va te chercher du rebond. C'est moins un playmaker que toi, par Et contre. il fait moins de post-up aussi. Et je trouve que c'est un meilleur défenseur que. Enfin, Oui. bien sûr, c'est un Ah meilleur oui, défenseur ça- que toi, ça mais je veux dire défense- ça- dans son niveau. C'est un défenseur élite, Voilà. quand même, Isaac Bonga. Et j'ai Colin Malcolm, Ok. qui me fait penser aussi à un Ok. joueur un peu au service du collectif, all-around, capable de shooter, moins créateur, bon défenseur. Mais ouais, en vrai, c'est Kalinic. Kalinic. En vrai, t'es Nicolas Kalinic. Et moi, il y a un mec qui m'a fait aussi penser, c'est Alec Peters. Ça, tu vois, Ah non, moi je trouve pas. sur du post-up, c'est un mec qui pose pas beaucoup la Ouais, balle au mais sol. Il poste plus maintenant. Enfin, il est vraiment dans un rôle à la Jabari Parker, quoi. Enfin, sauf qu'il met dedans. Mais c'est vraiment un pur scoreur. Et pour moi, Mais- c'est trop un intérieur pour que je C'est puisse ça. le comparer à Mais toi. c'est pour ça que c'est parce qu'il joue plus à l'intérieur, etc. Ouais. Mais il a pu faire du post-up. C'est un mec qui pose pas non plus la balle Ouais, tant mais de fois il que crée ça au pas. sol. Mais il crée pas. Il c'est crée ça. pas, tu vois. Il est vraiment, c'est un finisseur. Donc, moi, non. Et moi, Kalinic, Mais il est venu en Kalinic, premier. ça va. Ouais, je suis d'accord. Très bien. Ah, mais putain, c'est fou qu'on ait trouvé le Kalinic est truc. venu en premier, tu vois. Ok, vas-y. Alors, tu es un piètre défenseur. Non, en Ah, vrai, franchement, c'était dur hein, pour moi. Enfin, je sais pas pour toi c'était dur, mais pour moi, c'était dur. Hein. non, en vrai, tu vois, Ceux qui nous ont déjà vu jouer, vous pouvez donner vos trucs. Hein. je Moi, perso, je dis juste que mon coach, il m'a dit c'est Shane Larkin. Mais moi, je suis moins d'accord avec ça, tu vois. Je pense que t'as toujours été un meneur scoreur, et je pense que là où t'es le plus fort, c'est quand tu te mets en meneur scoreur plutôt qu'en meneur gestionnaire, parce que je pense que c'est là où t'es le plus Dans le contrôle, catastrophique. Ouais, mais c'est là où t'es le plus catastrophique, parce que justement, tu brides tes qualités naturelles. Je pense que tu es... Enfin, c'est pas je pense que tu es un fort défenseur, t'es capable de défendre le meilleur joueur adverse, de faire de la prise tout terrain, ça, c'est des choses que t'es parfaitement capable de faire. Très solide sur ton dribble. Capable de tirer à 3 trouves points. Non, mais pour moi, solide sur le dribble, c'est pas mettre des crosses, hein. C'est pas forcément ça. Je dis pas t'es shifty, c'est pas ça Non, que je mais dis. moi, je trouve que justement, et c'est pour ça qu'il y a certains que j'ai éliminés, moi, je trouve que je suis pas solide sur mon dribble. Bah, si. Sur les montées de balles, les trucs, quand il y a beaucoup de pression, et on l'a vu même encore contre vous cette année, tu vois, quand il y a beaucoup de pression, je suis pas genre tranquille, mettre la balle derrière, dribbler la tête levée, faire les bonnes lectures et tout. Je trouve que le Ouais, dribble, mais c'est un après- truc que j'ai après, pas assez travaillé. Ça t'envoie Yakuba, et Yakuba, c'est Je suis d'accord. c'est mais- relou. C'est défensivement, c'est élite. Donc, c'est Donc relou. vas-y, mais en tout Mais cas, non, moi, je me trouve mais pas pour, solide sur pour le moi, dribble. pour moi, solide sur le dribble, comme je dis, parce que en fait, il y a différents niveaux dans le dribble. Il y a le mec qui dribble pas, parce qu'il peut vraiment pas dribbler. Il y a le mec qui va dribbler pour aller vers le cercle de façon très efficace, un ou deux dribbles, et genre, moi je me classe là-dedans, vraiment un ou deux dribbles. T'as le mec qui est capable de changer de direction, de se déplacer sur le terrain, et après tu vois le mec qui est shifty. Le mec, il est à l'aise avec le ballon, tu vois, Kyrie. Donc, et moi je pense que non, t'es solide sur le dribble parce que t'es capable de de te déplacer sur le terrain. Si tu vas être sur ton spot, t'es capable de le faire en fait. Donc c'est pour ça que je dis que solide sur le dribble. Et capacité à mettre donc tir à 3 points bien sûr, et bon tireur à mi-distance, même si c'est une arme que tu n'utilises pas assez Ça, à mon ça goût, fait et 10 je ans passe que tu mon me le temps dis. à te le dire parce que tu m'énerves. En fait, quand j'ai ça, il y a tellement de joueurs faciles. Nick Vallerbab, j'ai un joueur qui me vient en tête. Pourquoi Nick Vallerbab? Défenseur très fort sur le joueur, gros cul basket, capable de shooter à 3 points, à mi-distance. Par contre, il y a un truc qui vous est similaire, ça m'a beaucoup fait rire, parce que des fois, je le vois rater des trucs de ouf, tout seul, des trucs simples, et toi, t'aimes trop rater des doubles pas de fou malade, alors qu'il y a personne des 1 contre 0, ça, c'est trop ton péché mignon. Donc, Nick Vallerbab, c'est un joueur qui te correspond beaucoup. Mais j'en ai un autre, Jerian Grant, mais j'ai tellement pensé à toi. Mais, tu vois, quand tu m'as dit ça tout à l'heure, je me suis dit, j'ai eu Nick Vallerbab, et après, j'étais en train de construire mon truc, et je me dis, mais en fait, Jerian Grant, c'est ça, en fait. Jerian Grant, c'est un mec solide défensivement, c'est un dribbleur plutôt efficace. C'est pas un mec qui va mettre des crosses en mode vas-y, là je veux. Non, c'est pas Kendrick Nunn. Efficace, se déplace sur ses spots. À 3 points, tu sors pas, te sanctionne. Mi-distance. Franchement, c'est ça en fait. Et c'est pour ça que Shane Larkin, je suis moins à l'aise avec Shane Larkin. Pourquoi? Parce que Shane Larkin, il est shifty. Shane Larkin, il est shifty de ouf. Shane Larkin, il utilise beaucoup son corps pour aller aussi scorer. Ce que toi, tu ne fais pas assez sur les percussions, sur du lay-up. Shane Larkin, il est capable de prendre du contact. Et ça, tu le fais pas tant que ça. Tu sais le faire, mais tu le fais pas tant que ça. Shane Larkin, je vois souvent être au sol, aller chercher des fautes, etc. Et ça, c'est pas ce que tu vas faire le plus. Mais Jaren Grant, c'est ça en fait. Il est à la création, il est dans le playmaking. J'ai pensé à ces 2 joueurs-là qui me sont venus tout de suite en tête. Alors, Et j'en ai un troisième. moi, tu mais je vois, t'écoute. le truc par rapport à ces 2 joueurs-là,
c'est qu'au niveau de la création, on n'est pas du tout le même type de créateur. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont forts sur pick and roll, ce qui n'est pas mon cas, et moi je suis fort sur du drive and kick. Tu vois, les deux joueurs que tu as cités, que ce soit Velerbab et Jaren Grant, c'est pas des joueurs qui vont driver. Enfin, c'est pas des forts drivers en tout cas. Je dis pas que je suis fort finisseur, mais en tout cas je drive beaucoup, tu vois, et je vais kicker, etc. Donc, Mais, c'est pas forcément les joueurs. Mais- Après, je vois sur le reste que t'as dit, mais et tu vois, il y a un truc, mais souvent, le pick and roll, ça se joue à 2 minimum, pour pas dire à 3 voire 4. Et pour aussi avoir une bonne lecture sur le pick and roll, il faut aussi avoir des bons joueurs qui sont capables de comprendre le pick and roll. Et tu Oui. vois, et ça, mais moi j'ai des bons grands cette année, je trouve. non, mais je parle de façon globale, là. Je parle de oui. façon globale. Et ça, c'est vraiment important. Et tu vois, je pense que sur pick and roll, ton problème, c'est pas la création, c'est que des fois, tu veux juste inventer des trucs qui n'existent pas. Et tu veux faire des passes en sautant. Ça n'existe pas, en fait. Ça existe, ça Ça existe. n'existe pas. Il n'y a que Facu Campazzo qui est capable de faire ça. Sinon, il n'y a aucun mec sur cette terre qui peut faire ça. Ça n'existe pas. C'est passe, pied dans le sol. Soit tu mets à droite, soit tu mets à gauche. Passe à rebond, etc. Passe au-dessus pour un duel alley-oop. C'est ça les passes qui existent. Il n'y a pas de je saute, je me tourne la balle comme ça. Et t'as pas Walter Tavares dans ton équipe pour attraper des balles à 8 mètres et remettre dedans. Parce que des fois, Campazzo, il fait des passes de fou. Elles sont Ah oui, claquées au sol. bon, Mais quand t'as une- Walter Tavares, ça tombe dans ses mains. Donc ça aide. Après, ce qui est difficile, c'est que, tu vois, quand tu prends les joueurs de Euroleague qui te concernent, c'est difficile d'avoir un joueur qui réunisse toutes tes qualités. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça aussi la difficulté. Et je suis d'accord Mais quand tu- Kennedy, ça te marche bien, tu vois, ça match bien. Oui, avec c'est toi. vrai, mais oui, c'est vrai que moi ça matche bien. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais tu vois, je prends un peu de Jaren Grant et un peu de Velerbab. Et ça fait tout en fait. Parce que, ouais, c'est des mecs qui tirent à 3 points, ça sanctionne. Et il y a un truc qui se caractérise beaucoup, c'est le niveau de confiance. C'est le niveau de confiance, c'est-à-dire que tu peux être le pire joueur qui existe, et je pense que t'es pas capable de jouer en Détroit quand t'as pas confiance en ton jeu, en ce que tu es capable de faire. Et je pense que tu peux être le meilleur joueur qui existe, capable de jouer sur de la N3, vraiment en étant à l'aise, quand t'as confiance en ce que tu es capable de faire, t'as confiance en ton tir, et surtout avoir la volonté d'être agressif et de vouloir aussi jouer pour toi. Je suis tout à fait d'accord, mais c'est quoi le rapport avec Velerbab et Jaren Grant du coup? Tu trouves Plutôt. qu'ils ont pas confiance en eux? Non, plutôt, Nicolas Arbab, quand il est dans un trou, il est vraiment dans un trou. Ah ouais. ok. Quand il est dans un trou, c'est-à-dire qu'il peut pas faire un dribble. Hein. Des fois, j'ai vu des actions sur les matchs, Ah ouais. il peut pas jouer, genre. Il peut pas jouer. Et Jaren Grant, des fois, quand il commence à tergiverser, là, je dis frérot, vas-y, joue comme tu joues d'habitude. Par contre, dès qu'il joue bien, ah poteau. Donc voilà, c'est un peu des deux, j'aime bien. Ok, t'avais dit t'avais un troisième, non? Non, c'est bon. Non, ok. Alors moi, j'ai aucun des deux dans ce T'as que qui j'ai trouvé pour moi. Mais tu vas me dire, Vas-y. Moi, le premier, celui que je trouve, en tout cas qui correspond le plus à mes qualités, c'est Mathieu Strazel. Parce que capable de shooter derrière les écrans, capable de driver et kicker, pas excellent sur pick, enfin c'est meilleur que moi sur pick and roll, mais je le vois beaucoup driver et kicker pour les shooters, très bon défenseur, undersize. Là où par rapport à l'aspect mental sur la confiance, lui, où c'est un mec qui a peur de rien, c'est un peu une différence par rapport à moi. Mais sur l'aspect, il est shifty, tu trouves? Ah, je sais pas, moi je trouve Il est que shifty. il fait pas trop de différence par son dribble. Enfin, si, mais pas pour driver. Surtout pour prendre des step back, des trucs à 3 points, ce que je fais aussi, tu vois. Ouais. Ok. Ok. En fait, Après- sur la défense, oui. Sur drive and kick, oui. Sur undersize, oui. Défensivement, oui. Pas de sujet. Mais c'est un mec, il est shifty quand même. Ok. C'est parce qu'il est tismé et tatoué, c'est Mais pour pas ça. du tout. Ensuite, j'ai Luca Vildoza, sur l'aspect un peu offensif. Ah. Mais Mais. Pas assez bon Et défenseur. défensivement, ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. Mais. C'est ça qui est difficile, mais- c'est de trouver des gardes undersize Ouais. qui sont bons défenseurs Oui, sans rentrer dans le top niveau Euroleague. bien tu vois. sûr, bien sûr. Donc c'est Vildoza, pas mal. parce que Ok. capable de shooter à 3 points, Ouais. capable de slasher, mais peu. Bon, c'est vraiment. Voilà, parce que c'est un mec qui. En fait, moi j'ai cherché quand même les mecs dont le jeu reposait en grande partie sur l'adresse à 3 Oui, points, je comprends. parce que c'est mon cas, et ce qui sont un peu capables de défendre. Bien sûr. Du coup, j'ai Thomas Hurtel aussi, même si c'est un bien meilleur passeur que moi. Mais en fait, dans son dribble, il me fait un peu penser à moi. Tu sais, le cross, il aime bien faire le cross, Oui. Iverson cross, chercher, prendre du pull-up. Il prend beaucoup de pull-up, Ouais. tu vois. Parmi les trois, c'est celui qui te ressemble le moins, je trouve. Ah ouais? Ah, Bah, parce qu'il est intelligent. Mais, Non, mais non, c'est au-delà. En fait, il est trop létal sur le pick and roll. Il est létal, Oui. en fait, c'est le mot. Il est trop létal sur le pick and roll, tu vois. Et autant le dribble, oui. Et en fait, t'as l'impression qu'il va souvent perdre la balle, alors que la balle, il la perd jamais. Et il est trop létal sur le pick and roll. Ses lectures de jeu sur le pick and roll, elles sont trop sales. Donc, c'est pour ça Ok. que c'est les joueurs qui te ressemblent le moins. La Provitola, J'aime bien, mais défend pas assez. c'est ça. Mais Défend pas assez. offensivement, Offensivement, j'aime bien. c'est un peu. Offensivement, Meilleur, j'aime bien. toujours comme d'hab, meilleur Ouais. joueur de pick and roll que moi, parce que je Ouais. suis nul sur pick and roll. Mais capable de shooter à 2 points, C'est vrai. slasher. C'est vrai. Et à la création, il est bon aussi sur du Oui, drive and kick, c'est etc. vrai. Mais défensivement, Défensivement, lège. ouais. Et le dernier, c'est Carson Edwards.
Alors je l'ai mis, même si voilà, c'est un des meilleurs scoreurs d'Euroleague, mais dans le sens où capable de shooter à 3 points, capable de driver, non? Pourquoi? Pétard ambulant. Mais pétard ambulant, en fait, tu sais, c'est un électron Ah mais libre. il est beaucoup plus fin. Non, mais là, c'est pas question de niveau. Je parle pas de niveau. Je parle vraiment dans ce qu'il va apporter à une équipe. Je t'ai jamais vu jouer comme ça. Je Ok, t'ai je veux jamais dire vu que lui jouer. c'est vraiment un croqueur taré ouf quoi. Non, c'est pas croqueur Taléo, c'est juste pétard ambulant. C'est-à-dire que c'est vraiment, Oui, mais vas-y. Pétard ambulant, c'est un croqueur qui met des tirs, c'est ça. Ça. Si tu veux, mais voilà, c'est pétard ambulant, c'est vas-y, tiens, et brille, explose. Et tu vois, c'est un mec, il peut tirer 3, 4, 5, 6 fois d'affilée. Je t'ai jamais vu faire ça en fait. Bah, normalement, quand je mets un tir, je reprends le tir derrière. Oui, mais ça fait 2. Lui, il peut faire ça 6 ou 7 fois d'affilée. C'est vrai. Personne va rien dire. C'est Et vrai. il est moins dans la création. Défensivement, il est moins présent. Enfin, il joue des pick and roll, mais c'est plutôt rare. Il joue plutôt pour lui. Donc non, vraiment, Ok. Carson Edwards, non. Donc du coup, toi, t'es plus sur... Jaren Grant et Nick Velarbob. Ouais, bah c'est Ah, vrai ouais, que de tu toute vois. façon, là, t'étais d'accord qu'avec la Provitola, et défensivement, c'est trop... C'est trop léger en fait. Trop léger. Moi, je le C'est lock, ça. tu vois, alors qu'on lui lock personne. Alors, calme-toi quand même. Ok, bah tu vois, c'est marrant parce que toi, on a trouvé la même personne, et pour moi, non. Voilà. C'est le problème de ma vie. Et maintenant, les coachs. Oh, Les voilà. coachs, bon, les coachs, je pense qu'on en a plusieurs et je pense qu'on a les mêmes. Les coachs pour qui, en qui on se retrouve, pour qui on aimerait bien jouer, etc. Moi, c'est Hugo Leroy. Franchement, bête de coach. J'avoue. J'adore. Hugo, est-ce que tu peux me recruter? Je mets des tirs, j'ai retrouvé Tu vois, l'adresse. il y a Gauthier, mec. Ah, ouais, ça. Je peux le backup, hein? Non, mais Gauthier, vous allez vous battre. Non, c'est bon, on est amis maintenant. Donc, C'est vrai, vous c'est une discutez. invitation. Non, en vrai. Alors, non, Ergin franchement... Ataman, Bah, bien sûr, mais... évidemment, comme dit Yannis Antetokounmpo, moi j'ai toujours rêvé de jouer pour un coach comme ça, dès que ça va pas, qui va me jeter sous le bus devant tout le monde, Exactement. qui se remet jamais en question. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer pour Ergin Ataman? Une philosophie claire, tactiquement on propose des choses. Non, ça fait plaisir, le jeu est Putain. léché. Voilà, Ergin Ataman, c'est mon top 1. On est d'accord. Voilà. Ensuite en top 2. Non, blague à part. Le pire coach à jouer, vraiment, c'est Ergin Ataman, je pense. Même T'es si... archi loin du micro. Mais j'avoue, même si je suis un peu dur. Non, en vrai, blague à part, j'ai Xavi Pascual, Ok, coach du Barça. ok. Coach du Barça. Attends, laisse-moi juste que... Qu'est-ce que j'ai mis dans mes notes? Pourquoi du coup? Pourquoi? Parce que, en fait, j'aime bien le jeu du Barça. Après, il faut que tu aies un... Pour que ça puisse marcher, il faut que tu aies un très fort joueur autour de qui ça gravite, pardon. Parce qu'il y a du jeu sans ballon, tu as des lectures qui sont tactiques, tu as de la rigueur collective, que défensivement, il y a des interceptions, ils volent des balles vivantes, ils se projettent tous ensemble, il y a du jeu intérieur, il y a de l'alternance. Donc franchement, le Barça avec Xavi Pascual, c'est vraiment un jeu auquel je pourrais complètement adhérer si moi je dois jouer pour lui. Ok. Mais je pense que le jeu où je me régale le plus, c'est en Grèce. Ah ouais, ok. Je pense que c'est en Grèce. Ah mais c'est marrant parce qu'on n'a pas les mêmes alors. Ah, moi je pense que c'est en Grèce. Je pense que dans le jeu de Barzokas, autour de Mousfal et de Sacha Vezenkov, frérot, je me régale de fou. Ah oui, mais dans de les coupes, tu Mais te régalerais du de jeu fou. sans ballon, oh là là, ça vient, des petites passes comme ça Meilleure et tout. équipe dans le jeu sans oh ballon, là là là, je tourne autour de Mousfal, je sors des écrans, quand ça sort sur moi, je kick comme ça, Vezenkov il se retourne, boum, 2 Ah. points. On me dit que Tyler Dorsey et Evan Fournier ont déjà tiré, que t'as pas pu le temps de faire ta coupe. Voilà, et du coup je me retrouve sur le banc et je suis frustré. Ah, bah, on a abondi. Ah, bah. Non, franchement, ouais, je me régalerais trop dans le jeu de Barzokas avec. Mais il faut que t'aies un intérieur qui soit dominant. Ah, Milutinov, ah bah ça fonctionne bien. Ah, Mousfal, ah bah ça fonctionne bien. Ah, t'as Eric Jones, ah bah ça fonctionne bien. Donc, Momo ça fonctionne bien, mais en ce moment il est nul. Ah, ok. mais ça fonctionne bien. Momo, t'inquiète, on t'aime. Il regarde pas. Et de ouf, il regarde pas de ouf. Sinon, il serait plus fort. C'est vrai. Donc j'ai ça et bien entendu dans le jeu du coach de Valence. Ah, voilà. Ouais, parce que bien entendu. Pedro Martinez. Pedro Martinez, dans ce jeu de relance, de transition, il n'y a pas un joueur qui est supérieur à tous les autres, mais t'as un collectif, t'as différentes armes, les mecs ils envoient à 3 points dans tous les sens, ils défendent collectivement, ils se passent la balle, il y a des remontées, il y a des Steiger, t'as de la balle à l'intérieur, t'as du renversement de balle, t'as de la créativité de la part des joueurs, tu peux apporter ton style, mais en même temps dans un collectif, bah bien sûr que je me régale là-dedans. Pedro Martinez, je suis d'accord. Hein. Ça défend très fort, ça tire à 3 points dans tous les sens, c'est tout ce qu'il me faut. Donc moi c'est... Et il y a de la rigueur quand même, il y a beaucoup de rigueur défensive, et après offensivement beaucoup de liberté. C'est un coach pour qui j'adorerais jouer, c'est sûr. Et l'autre c'est un coach qu'on a souvent encensé, et ça m'étonne que tu l'aies pas Gordon vu. Herbert. Non, c'est Pierrick Poupé. Pierrick Poupé, franchement, Ouais, quand je vois ce qu'il arrive à ouais. Tu vois, moi j'aime bien, et c'est ça que j'aime bien aussi chez mon coach, c'est que il
ils tentent des trucs. Ouais. Tu vois. Oui, je suis d'accord. Nous, on fait des boîtes, des trianglés 2, de l'alternance. Des fois, on fait des zones, des trucs, il y a différents plays. Tu vois. Et Pierrick Poupé, il a une équipe sous-dimensionnée pour l'Euroleague, mais il tente des trucs. Ouais. Tu vois. Il tente des coups. Des fois, vas-y, je vais jouer à 3 petits. Des fois, je vais jouer avec un 5, avec que des grands. T'as raison. Tu vois. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'il est hyper innovant dans sa manière de coacher. Ouais. Et moi, en tant que genre passionné de basket et passionné de tactique, tu vois, ça me fait kiffer. Tu vois, quand je vois que Vent vont les taper parce qu'on fait une triangle 2 et que le coach en face il a 3 shooters et se dit pas je vais mettre les 3 en même temps sur le terrain. Tu vois, c'est des trucs qui. Voilà. Et donc, je trouve que Pierrick Poupé a cette qualité. Franchement, je peux accepter, j'avoue. Voilà. Et j'aimerais bien un jour. Donc, si jamais à Lasvel il y a encore quelques blessés, vu que maintenant j'ai repris mon ancien tir, vous pouvez m'appeler. Lasvel féminin par contre. Hein. Lasvel féminin, je taffe. Hein. Ah, débat de la semaine prochaine. Est-ce que tu taffes avec Lasvel féminin? Moi je parle pas avec toi. Ok, mec. Bah, c'est bon, on a tout dit. Ouais, bah justement, faut clôturer. Très bien. J'espère que ces débats vous ont plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez d'autres coachs ou d'autres joueurs à qui on vous fait penser, pour ceux qui ont joué avec nous, parce qu'évidemment, si vous ne voyez que derrière la caméra, on va vous mettre des highlights sur QLS Pod. Donc abonnez-vous au compte TikTok et Instagram. J'ai un highlight en plus de Brad. Non, c'est bon, ça y est. C'est le même highlight depuis 15 ans, c'est bon, on passe à autre chose, frérot. C'est bon. Ah putain, Alors que j'avais fait un bon match. Incroyable. Alors que j'avais fait un bon match. Un peu Elio Kobo sur ce tir. Ah, purée, j'avais fait un très bon match en plus. Ouais, c'est vrai, mais bon. Donc voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo et on vous dit à la semaine prochaine. Bah, Banks.